Bah, Suzanne, bienvenue sur Là on discute. Bonjour Nassim, très contente d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on parlait juste avant, en fait, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. On parlait juste avant de la différence entre entraîneur et coach, parce que toi, tu es entraîneur course à pied. Exactement. Est-ce que je dis à la Fédération française d'athlétisme ou coach entraîneur FFA? Alors, moi, généralement, je me présente en disant que je suis entraîneur running FFA. Voilà. En fait, pourquoi ? Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment de raison particulière. C'est parce que je suis attachée à la Fédération française d'athlétisme. J'ai été formée par la Fédé et aujourd'hui, j'interviens encore dans un club d'athlétisme près de Lyon, à Caluire précisément. Et en fait, pour moi, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est une passion. Avant tout. Aujourd'hui, c'est mon activité professionnelle, mais mon rôle en tant qu'entraîneur dans le club d'athlétisme est bénévole. C'est une véritable passion que de rester sur le bord de piste et d'encadrer les sessions. J'imagine bien que tu adores ça. Ah bah oui, c'est manger, respirer, course à pied, quoi. Mais de toute façon, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Exactement, ça tombe plutôt bien quand même. Voilà, c'est pour parler de course à pied. Et du coup, comment on fait pour être entraîneur FFA ? Alors, il y a un diplôme, t'es formé directement par la fédération, t'as dit ? Exactement. En fait, moi, j'ai commencé ma formation pour être entraîneur quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Okay. Et donc, du coup, tu as plein de modules à passer, tu as des spécialités. Donc, il y a plein de possibilités. Moi, je suis entraîneur running. En fait, je suis spécialisée pour ce qui concerne la route, donc toutes les compétitions sur route. Mais on peut être entraîneur running pour le demi-fond, pour le trail, spécialisé en cross, etc. Puis après, on peut continuer de se former, continuer à participer à certains modules, ce que je fais. Et donc, après les modules, lorsqu'on passe les modules, c'est encadré par des formateurs. Les formateurs sont des entraîneurs fédéraux, donc des entraîneurs de la Fédé. Et il faut passer un certain nombre de modules, passer un diplôme qui te permette de valider ce diplôme d'entraîneur fédéral. Ok, c'est plus clair. Et ça veut dire que si, par exemple, moi, demain, je m'inscris dans un club d'athlétisme et que je suis intéressé par la course sur route, potentiellement, tu pourrais m'entraîner. Exactement. Mais de toute manière, Nassim, si tu interviens dans un club d'athlétisme, tu viens dans mon club. Bah oui, mais direct. On va tous aller dans ton club. Ok, c'est intéressant à savoir. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des coachs, je ne dis pas entraîneurs, hein, il y a des coachs course à pied? Ça n'existe pas, en fait. Si, il y a des coachs course à pied. En fait, je me suis aperçue qu'il y avait aussi des choses qui évoluaient. Il y a des écoles de trail qui commencent à voir le jour. Et donc, du coup, il y a des coachs course à pied. De par les écoles de trail, il y a également des coachs course à pied, notamment avec la clinique du coureur, qui forment des coachs en course à pied. Après, est-ce que moi, je suis en capacité de te faire la distinction ? Je ne pense pas, parce que je ne connais pas le contenu des formations. Mais je pense que c'est une histoire d'identité. Qu'est-ce qui est le plus important ? Comment on se définit au-delà de la formation ? Bah, je suis d'accord. Hein. Après, moi, tu sais, je suis coach sportif. J'ai passé un BPGEPS. On n'a jamais vu quoi que ce soit de relatif à l'endurance ou à la course à pied. Donc, même si je suis coach sportif et c'est censé englober le sport en général, aujourd'hui, je suis incapable de coacher quelqu'un en course à pied. Hein. Mais je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, Nassim, pour la simple et bonne raison que c'est un métier, comme par exemple ce que tu dis ou tout ce que tu peux nous apporter au niveau de la fitness, de la musculation. C'est un véritable métier. Chaque personne a sa spécialité. Et donc, effectivement, ceux qui interviennent dans le milieu de la course à pied, ça reste aussi une spécialité. Ouais, comme ceux qui vont être dans le triathlon aussi, par exemple. Bien sûr. C'est un métier qui est différent. Ok. C'est intéressant de savoir toutes ces distinctions. J'espère quand même développer un peu mes connaissances dans la course à pied. Mais bon, ça, je ne suis pas pressé. Et je suis sûr qu'en discutant avec toi, ça me permettra de le faire. Je suis quand même un peu tombé amoureux de la course à pied il y a quelques années. Tombé amoureux, le mot est peut-être un petit peu fort, mais tu vois, c'est quelque chose que je détestais, disons les termes, sur toute la première partie de ma vie. J'ai découvert ça, comme beaucoup de monde, j'imagine, un peu après le Covid, tu vois, quand ça s'est beaucoup développé. Mais j'ai l'impression que déjà, la course à pied, c'est quelque chose de populaire. Après le Covid, ça s'est popularisé. Et ces 2 dernières années, ça s'est encore plus popularisé. On voit de la course à pied partout sur les réseaux sociaux, ce qui pour moi est une excellente chose. Beaucoup de personnes s'y mettent. Mais du coup, on a beaucoup d'idées de débutants aussi qui veulent commencer à mettre leurs chaussures de running et faire leur premier kilomètre. Est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, tu vois beaucoup d'erreurs par rapport aux débutants qui se mettent à la course à pied ? Quel est ton avis là-dessus, du coup, de la popularisation de cette activité ? Comment tu le vois ? Et comment s'en sortent les débutants actuellement, en fait ? Alors, moi, effectivement, je constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à la course à pied. Je trouve ça extrêmement positif pour la simple et bonne raison que le mouvement est un appel au mouvement. C'est-à-dire que plus on va être en mouvement, plus on va avoir envie d'être en mouvement. Le mouvement physique génère le mouvement de la dynamique mentale et intellectuelle. Donc, ça n'est que positif. J'aime bien ce que tu dis.
Ça revient souvent, hein, cette liaison entre le corps et l'esprit. Hein. Bien sûr, parce que dès lors que tu viens être en mouvement au niveau de ton corps, tu permets de libérer au niveau de ton esprit tes pensées, tu trouves toutes les solutions à toutes tes problématiques. Donc, c'est plutôt positif. Donc, pour les débutants, oui, effectivement, après le Covid, il y a eu une sorte d'engouement pour la course à pied. On s'est rendu compte, en fait, à quel point le mouvement était important de manière globale. Et je trouve ça vraiment positif. Maintenant, effectivement, en tant qu'entraîneur, je me rends compte qu'il y a énormément... Pas d'erreurs, je ne vais pas les nommer telles quelles, mais beaucoup de pensées qui sont fausses. Notamment, alors moi, je suis toujours frappée parce que les personnes sur les réseaux me demandent systématiquement comment faire pour améliorer sa foulée. Alors, en fait, je suis tout le temps choquée. Pourquoi améliorer sa foulée? Pourquoi partir du principe que ce que l'on fait est mal fait? Vous voyez, en fait, c'est ça qui m'interpelle beaucoup chez les débutants, parce qu'on part du principe que ce que le corps nous permet est mal réalisé, alors que c'est faux. Ça, c'est une fausse idée. Tu trouves que c'est une question beaucoup trop spécifique, en fait, pour une population qui n'en a pas forcément besoin? Non, c'est de manière globale une fausse idée. C'est-à-dire qu'on va penser à une belle foulée, alors que moi, en tant qu'entraîneur, je vais penser à une foulée efficace. Je me fiche de savoir si la personne en face de moi, elle court bien, si c'est joli, hein, quand je parle comme ça. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit efficace. C'est ça le plus important. On a plein d'athlètes de haut niveau qui ont été connus par le passé pour avoir été de très bons athlètes, mais qui n'avaient pas une foulée magnifique. Mais ils étaient efficaces et ils étaient excellents. Et ça, c'est important parce que chez les débutants, il faut leur rappeler que peu importe comme vous le faites, si vous ne vous blessez pas, pourquoi vouloir modifier ce que votre corps vous permet? Et quand tu dis une foulée efficace, ça veut dire une foulée qui te permet d'économiser le plus d'énergie, c'est ça ou... Pas forcément. En fait, ça va dépendre du profil de mon coureur. Je ne vais pas avoir la même réponse en fonction d'une personne qui court un 800 mètres ou en fonction d'une personne qui va courir un marathon ou un 100 km. En fait, une foulée efficace, c'est une personne qui va être capable de courir, pour moi, sans se blesser. C'est ça le plus important. Okay. Généralement, quand on débute, on va commettre certaines erreurs. Et alors, franchement, je suis bien placée pour en parler parce que quand j'ai commencé la course à pied, moi, je fais partie, comme toi, hein, personne qui a commencé sur le tard. Hein. Je ne suis pas née avec une paire de baskets au pied. Et donc, du coup, à 30 ans, je me suis dit, tiens, et si je commençais à courir? J'ai commencé à courir avec la paire de baskets que j'avais dans mon placard. Mais si tu veux, j'avais acheté cette paire de baskets parce qu'elle était jolie. Mais j'avais jamais pensé qu'il fallait une pointure en plus. Donc je me suis mise à courir avec une paire de baskets qui était trop petite. Attends, il faut une pointure en plus? Je savais pas non plus. Ça y est, je commence. Hey, tu vois, je vais t'apprendre des choses. Ah en fait. Ouais. Et t'as commencé à peu près il y a une dizaine d'années, hein, c'est ça? C'est ça. Okay. Moi, s'il te plaît, j'ai 39 ans. N'allons pas trop vite, s'il te plaît, ça va beaucoup trop vite. Ça y est, je veux me faire ouais, j'ai commencé il y a moins de 10 ans en course à pied. Et voilà, j'ai commencé avec une paire de chaussures. Je ne préciserai pas ma pointure, sinon tu vas te moquer. Bref, j'avais la même pointure que mes chaussures de ville. Ouais. Et j'ai commencé à courir avec. J'ai fait cette erreur que d'avoir la même basket, enfin la paire de baskets avec la même pointure. Ce qui était une erreur. Mais c'était normal, personne ne me l'avait dit. Et donc du coup, ça c'est une erreur qu'on peut retrouver en course à pied. Mais peut-être moins, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de course à pied. On le sait qu'effectivement, déjà la chaussure, l'équipement, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que ça va permettre à la personne, que l'on débute ou qu'on soit expérimenté, de pouvoir courir sans se blesser. Et le fait de pouvoir courir avec une paire de chaussures adaptée en termes de pointure. Ok, eh ben, tu vois là déjà j'ai appris quelque chose. Pour en revenir aux débutants, est-ce que tu penses que la course à pied est accessible à tout le monde? Oui, unanime. Franchement. C'était rapide comme réponse. Ah mais évidemment. Pourquoi ça ne serait pas le cas? Je te pose, désolé de te couper, je te pose cette question parce que on a tendance à penser que il faut un physique type, un taux de masse grasse, une certaine morphologie, une certaine expérience. On ne peut pas se lancer si jamais on n'est pas sportif, si on a un peu de surpoids, si on a des petites douleurs quelque part. Oui, encore une fois, tu sais, moi quand j'ai débuté la course à pied. Moi, j'ai pas grandi à Lyon. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi dans un quartier. Il y avait un beau stade à côté de chez moi. Quand j'ai commencé à courir, j'ai pas osé franchir le cap de la piste. Je me disais, tu vois, c'est que pour les gens forts. Jamais je vais pouvoir y aller. Moi, je commence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas? Je sais même pas ce qu'il faut faire, etc. En fait, ça, c'est un leurre. C'est totalement faux. Il y a rien. En fait, rien n'est défini. C'est-à-dire que quelles que soient tes envies, ton profil, ton expérience, peu importe. Tu as envie de courir, prends une paire de baskets, va courir. Tu es à Lyon, tu te mets sur les quais, franchement, personne ne va aller vérifier si ça fait 3 ans, 2 mois ou 5 jours que tu commences à courir, tu vois. C'est vrai que tout le monde s'en fout. Voilà. Donc en fait, généralement, mais ça c'est normal de penser ainsi. Parce que quand on débute ou quand on vit au quotidien, on a notre pensée, nous, dans ce que l'on est, dans notre corps. En fait, on va penser, on va soupçonner ce que les autres vont penser. Mais en vrai, les gens, ils ont rien à faire de notre vie. Surtout qu'ils ne nous connaissent pas. En vrai, chacun dans ce qu'il est pense à soi et c'est normal.
Donc, quand on débute la course à pied, il faut sortir de ces pensées qui sont de se dire il faut un physique, il faut avoir une certaine durée, une expérience pour machin. Il faut rien du tout. Il faut juste être motivé. La motivation, pour moi, c'est la clé de toute capacité à pouvoir maintenir une activité physique dans sa vie. C'est intéressant. Et ça permet de se décomplexer un petit peu par rapport à l'approche de ce sport, de se dire qu'en réalité, c'est accessible. Oui. Et comment on s'y prend quand on est débutant, potentiellement pas très en forme, tu vois. On n'a peut-être pas fait de sport depuis très longtemps, voire même on n'a pas fait de sport de toute sa vie. On est clairement essoufflé en montant 2 ou 3 étages à pied. On peut avoir l'impression de se dire « Attends, mais là, si je me mets à la course à pied, c'est l'Everest que j'ai en face de moi. Parce que je vais faire quelques foulées, je vais être à bout de souffle et je ne vais pas me sentir à l'aise. » Comment on s'y prend quand on part de zéro ? Alors, pour moi, en fait, tout est dans l'adaptabilité et la progressivité. C'est-à-dire, en fait, que comme toute personne qui débute, généralement, les débuts sont associés à une véritable et une profonde volonté, mais parfois une certaine impatience. Et l'impatience, il faut savoir la canaliser et accepter que pour chaque réussite, le temps est nécessaire, comme pour la course à pied. Ouais. Donc, dans un premier temps, quand on décide de courir, il faut peut-être accepter que pendant une période, il va falloir alterner marche et course pour permettre à son corps de pouvoir s'habituer. Pourquoi ? Parce que l'esprit, parfois, il est en avance par rapport au corps. L'esprit, il est prêt. Il a envie de courir, il est prêt, il a décidé de... Mais le corps, il n'est pas encore totalement prêt. Il faut juste accepter que pendant un temps, on va peut-être faire de l'alternance marche-course pour reprendre, pour apprendre, pour avoir une habitude avant d'arriver à une durée en continu d'un footing. Et déjà là, il y a une belle réussite. Mais tu vois, il y a du temps qui passe. Et après, effectivement, petit à petit, on va venir diversifier les entraînements et venir se challenger sur n'importe quelle compétition ou pas forcément. C'est vrai que la patience, je crois que ce n'est pas le point fort de l'être humain en général. Non, je ne pense pas. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. Même moi, tu vois, quand j'ai commencé, honnêtement, voilà, je n'avais pas forcément envie d'attendre. Tu vois, j'avais juste envie d'aller courir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut croire parfois que tout doit aller très vite. Tout de suite, tu dois faire un marathon, tout de suite. En fait, tu peux... Je plaide coupable, hein. Excuse-moi, je plaide 100% coupable. Oui, j'ai cru comprendre aussi. Et peut-être que j'étais un mauvais exemple pour certains. Mais... Non, mais attends, je tiens à te préciser, Nassim, que quand j'ai commencé à courir, j'ai voulu commencer avec un marathon. Donc, tu vois, je suis quand même bien placée pour te dire. Voilà. Mais tu vois, pour faire mon marathon, j'ai accepté que j'allais pas le faire en un mois. Ouais. Il fallait que je me prépare et que je commence un peu à courir avant d'aller courir 42 bornes. C'est plus ça. C'est pas forcément, il n'y a pas de règles. Alors là, c'est très personnel comme vision. Chaque entraîneur a un regard qui lui est propre. Mais moi, en tant qu'entraîneur, il n'y a pas de règles définies. Il y a ce que tu as envie et quels sont les moyens que tu donnes pour atteindre ton objectif. Ok, ça me paraît clair et cohérent. Tu as parlé d'alternance de course et de marche. Exactement. Donc, c'est possible de faire des entraînements comme ça. Alors, moi, je suis une adepte de ça dans plusieurs situations. Quand on débute, je le fais faire beaucoup. Ensuite, dans le cadre d'une reprise après une blessure. Ok. Et dans le cadre du postpartum, après avoir eu un enfant. Moi, j'ai beaucoup de situations et j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne pendant la grossesse et après l'arrivée de leur enfant sur reprendre des habitudes saines, retrouver un équilibre et retrouver des habitudes de vie. Et effectivement, l'alternance marche et course est une méthode qui semble convenir et totalement adaptée parce qu'elle permet au corps de retrouver un nouvel équilibre, de retrouver des habitudes en course à pied. Et le but, c'est d'éviter... je vais poser des questions très niveau zéro. Hein. Le but, c'est d'éviter que ton rythme cardiaque il monte trop haut, d'être trop traumatisé par l'intensité de l'effort. Le fait d'alterner ces phases de marche et de course. Y a pas de... En fait, les questions, elles sont totalement légitimes parce que si tu te les poses, il y a plein de personnes qui se les posent. Pour moi, en fait, le fait de venir faire de l'alternance marche et course, c'est... Déjà, dans un premier temps, retrouver des sensations, apprendre à courir en fait. Et quand je vous dis apprendre à courir, faut pas imaginer genre comme au stade, tu vois, poser ton pied, il faut faire comme si... Non, ça n'a rien à voir en fait. Okay. C'est juste essayer de courir sans être dans un sprint. Je t'explique. Tu te fais faire ça à un enfant, il va te taper des sprints à chaque fois. Parce qu'il ne sait pas courir, il ne sait pas gérer son effort. C'est à peu près ça. Tu vas faire ça peut-être sur des durées plutôt courtes, mais tu ne vas pas faire ça pendant 5 minutes, tu vois. Bien sûr. Donc déjà, il faut essayer d'être en capacité de pouvoir courir sans être trop essoufflé, être en capacité à pouvoir mener une conversation. Ça, c'est déjà une réussite. Quand tu es en capacité de pouvoir courir, même des durées courtes, en totale aisance respiratoire, ça permet à ton corps de venir habituer ton corps à un nouvel effort. C'est surtout ça qu'on va venir rechercher. Puisque d'une séance à une autre, on va venir augmenter la durée de tes efforts en maintenant une récupération qui est toujours identique. Donc, en fait, petit à petit, tu vas venir augmenter
Tu vas passer de 3 à 5 minutes de course. Et puis de 5 minutes à 6 minutes, de 7, de 8 jusqu'à 10. Et puis petit à petit, tu augmentes. Et à un moment donné, tu te rends compte naturellement que tu arrives à courir en continu sans avoir besoin de marcher. Ah ouais, tu augmentes petit à petit le ratio entre effort et récup. Et puis, effectivement, petit à petit, ça te permet de t'adapter à l'effort. Exactement, sans avoir ce sentiment, tu vois, parce que généralement, les personnes qui débutent, elles ont très vite le sentiment de « j'étais trop essoufflée, j'en pouvais plus ». En fait, moi, je veux pas ça. Moi, je veux que les personnes… Bon, ça arrive, c'est normal, hein, même moi, ça m'arrive. Mais en fait, que tu arrives à courir en kiffant. C'est ça l'objectif. Je veux dire, ni toi ni moi, a priori, on prépare pas les JO, tu vois. Et les personnes qui me contactent ne préparent pas les JO, a priori, jusqu'à présent. Et du coup, en fait, moi, mon objectif, c'est qu'elles prennent plaisir. Et pour prendre plaisir, il faut se conforter dans un effort, tu vois. Que tu te sentes pas dans un effort, justement. C'est ça le plus important. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire que quand tu cours, t'es pas l'impression que tu es au bout de ta vie en train de courir. Le plus important, comment on fait ? Eh ben, on prend des habitudes. Et on commence petit à petit par peut-être 2 minutes de course, 1 minute de marche. Et puis tes 2 minutes, petit à petit, ça va devenir 5 minutes de marche, 5 minutes de course. En maintenant toujours 1 minute de marche, tu vois. Tu vas venir augmenter la durée de ta course à pied en maintenant toujours la même durée de récup. Ok, super intéressant. Attends, tu as dit une phrase que j'ai mémorisée, que tu ne te sentes pas dans l'effort. Ouais. Ok, ça c'est un bon repère à avoir. Ouais, exactement. Pour moi, tu vois, par la suite, quand tu viens diversifier tes entraînements, tu dois avoir des séances dans ta semaine où tu n'as pas l'impression d'être dans un effort et où tu ressens le besoin de le faire parce que ça te fait du bien. Même si, tu vois, il y a des moments où tu as des mauvaises sensations, ça, c'est autre chose. Mais le fait que tu viennes courir juste parce que ça te fait du bien, juste parce que tu en as envie et que tu étais bien. Tu vois, pour moi, tu ne ressens pas l'effort. De la même façon que si je te dis, allez, tu vas aller sur piste, tu vas me faire 8 fois 1000, là, tu vas sentir que tu es dans un effort. Tu es démonté après. Voilà, exactement. Et est-ce que le fait de ne pas se sentir dans l'effort, ça permet quand même d'augmenter et d'améliorer son niveau ? Bien Ou est-ce sûr. que c'est vraiment l'activité pour prendre plaisir et pour se vider la tête? En fait, il y a les deux. Ça peut être les deux en même temps, ça peut être les deux. Moi, tu vois, il y a des personnes qui ont débuté qui n'avaient pas envie de prendre de dossard, de faire des compétitions. Okay. Je trouve ça légitime, tu n'es pas obligé de faire des compétitions. Et je lui disais, ton objectif, tu vois, c'est de courir la même distance dans quelques temps, mais de sentir que tu as évolué, que tu as progressé. Et ce n'est pas une histoire de chiffres. Pas une histoire de chrono, c'est juste une histoire de sensation. Parce qu'aucun chiffre ne pourra définir ce que tu ressens. Ça, c'est important. Ça, faut pas l'oublier parce qu'aujourd'hui, attention, je vais vraiment passer pour une vieille, hein, mais aujourd'hui, on est très connecté. Tu vois, même moi, je suis connectée, j'ai une montre connectée, j'en suis très contente. Mais ce que je constate chez les débutants, c'est que parfois, on est esclave de ce que la montre nous indique. Exemple. Moi, aujourd'hui, si je regarde ma montre, franchement, les sensations sont mauvaises. J'ai une préparation à l'entraînement qui est 1. Donc, en gros, tu regardes ta montre, tu te dis « Ok, tu sais quoi, je vais rester couché, ça ne sert à rien. » Mais ce sont des chiffres. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi ? Est-ce que je vais me limiter à ce que les chiffres vont m'indiquer ou est-ce que je vais faire confiance à ce que je ressens dans mon corps ? Donc, les chiffres, ils sont intéressants d'une certaine façon, mais ils ne doivent pas prendre le dessus sur ce que nous, on ressent quand on court. Est-ce que tu trouves du coup que les débutants se focalisent trop sur ces chiffres? Alors, est-ce qu'il faut encadrer. Est-ce qu'il faut les utiliser ou non? On oublie le rythme par kilomètre, on s'en fout. La cadence, on laisse de côté pour l'instant. Alors, quand tu débutes, franchement, en vrai, quand tu débutes, qu'est-ce que tu t'en fiches de ton allure? C'est vrai, ça. Tu veux juste débuter, tu veux juste courir. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Moi, sérieux, quand je pense aux personnes que j'ai avec moi qui débutent, l'objectif n'est pas une allure. L'objectif, c'est de courir. Tu atteins ton objectif, après, t'inquiète, tu auras le temps de venir sur l'allure. Dans un premier temps, déjà, viens, on va courir. Et puis après, l'allure, on viendra la challenger. Tu vois, chaque étape, on peut venir se challenger en dehors d'un chiffre. Quand tu es trop focus sur les chiffres, t'en oublies ce que tu ressens. Et moi, je le constate avec des débutants, mais pas que. Parfois, j'ai des personnes qui sont trop focus sur leurs chiffres, sur leurs allures, et en fait, ils en oublient ce qu'ils sont en train de vivre. Quand tu es trop focus sur l'allure, genre tu es trop en train de regarder ta montre tout le temps, est-ce que tu es en train de vivre l'instant présent? Est-ce que tu es en train de vivre ce que tu es en train de faire? Non, tu es en train de regarder ta montre et tu regardes trop ta montre, tu vois. Juste ça t'enlève et ça t'empêche de vivre l'instant présent. Alors, 100% parce que tu as quelqu'un comme ça en face de toi, je suis obsédé par les chiffres. Ouais, voilà. Je fais ma course, je regarde toutes les stats. Et après ou pendant? Non, pendant, ça va. Alors, je me suis habitué à ne pas le faire et plutôt de m'écouter pour savoir à quel rythme je devrais courir. Mais bon, je ne vais pas te le cacher. Après… Oui, mais après. Mais pendant l'instant, quand tu cours, tu profites. Ah oui, ça va.
Mais c'est ça, moi, que je veux. Ok. Enfin, que je veux. Je ne pose pas aux gens. Je suis pas en train de dire à tout le monde, tu vas faire comme je te dis. Non, c'est pas ça. C'est qu'il est important de sortir un peu du chiffre quand tu cours. Je te parle de ça pour les footings. Bien sûr, oui. Quand tu débutes, etc. Pour pouvoir profiter et essayer aussi d'être satisfait de ce que tu es en train de réaliser. Tout le monde ne court pas. D'accord ? Là, on est en train de parler à des personnes qui débutent. On est en train de se dire, ouais, c'est vrai, c'est bien, t'as vu, il y a de plus en plus de gens qui courent. Ouais, mais il y en a plein d'autres qui courent pas. Donc, on va déjà être fiers de soi, de se dire, on a décidé on allait se mettre à la course à pied. On va réussir à courir et on verra par la suite. C'est vrai que c'est déjà un gros pas en avant de faire l'action de se mettre à la course à pied et de faire des petits footings et d'essayer d'être présent pendant la séance de course à pied. Bien sûr. Puis tu sais, moi perso, honnêtement, quand j'y pense, je me dis sérieux, mes profs de PS, à l'époque, au collège, au lycée, ils seraient en PLS de me voir aujourd'hui. Aucun ne m'a vu sportif. Je faisais pas de sport, je courais pas, j'étais dernière en EPS, etc. Tu vois, en fait, ce que l'on peut faire à un moment donné de notre vie ne définit pas ce que l'on va faire par la suite. Du coup, quand tu changes, quand tu évolues, quand tu décides d'être, je sais pas, on t'a jamais vu courir, t'as décidé de courir, c'est bien. Tu vois, déjà, sois content de ce que tu fais. Tu as décidé de courir. Tu vas te challenger, tu vas réussir à courir et tu verras par la suite les chiffres et tout, machin. Ça, ce sera dans un deuxième temps. C'est vrai que c'est un message important et on a peut-être tendance à se mettre un petit peu trop la pression, alors que c'est déjà bien de se lancer. Hein. Exactement. Pour en revenir aux chiffres, est-ce que tu penses que pour un débutant, pendant la séance, c'est bien d'essayer d'écouter ses sensations. Mais après, est-ce que ça vaut le coup quand même d'analyser toutes ces stats ? Ou dans un premier temps, les premiers mois d'expérience, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que tu as bien vu que même pour les débutants aujourd'hui, on fait une course, on poste sur Strava, on est fier de montrer qu'on a couru à cette allure-là, que ce soit sur le footing ou sur le fractionné. Pour moi, c'est pas. Alors, déjà, quand tu me parles d'un débutant qui fait une course, qui poste sur Strava, on n'est pas sur le débutant qui commence juste à peine à courir. Parce qu'il ne va pas forcément avoir Strava. Tu vois. Donc, on va dire qu'on n'est plus vraiment débutant là. Hein. On est quand même un peu plus habitué puisqu'on a l'usage des réseaux associés à la course à pied, notamment Strava. Oui, effectivement, normal, mais moi, je le fais. Tu vas courir, tu es content, tu regardes tes stats, tu vois comment tu évolues. Mais en fait, pour moi, et ça, c'est vraiment très important, tant que c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose de positif dans ta vie, il n'y a pas de souci. Par contre, dès lors que ça apporte quelque chose de négatif, que ça te met de la pression, c'est là où on doit venir identifier qu'est-ce qui fait que ta pratique sportive n'est pas à la place où elle doit l'être. C'est-à-dire que toute pratique sportive doit rester un loisir. Tu vois ? Un loisir, un métier, une spécialité, certes, mais ça ne doit pas générer de pression supplémentaire. On a déjà tous nos soucis à côté. Si c'est pour que tu te mettes sur Strava en disant « c'est une catastrophe ce que j'ai fait », c'est pas le but. Tu vois, il y a d'autres soucis dans la vie, on va pas se prendre la tête avec ça. Effectivement. Si on n'est pas sportif de haut niveau, je vois pas pourquoi ça devrait être une contrainte. Ça va pas changer nos factures. Notre salaire, il va pas changer à la fin du mois si parce que ton footing, tu l'as fait plus long que d'habitude. Tu vois, c'est ça ce dont je te parle. Dans un premier temps, tu débutes vraiment, genre t'es vraiment débutant, Strava au départ, fiche. Après, tu as débuté, tu as pris ton rythme, tu es content et tout, tu vas venir publier sur Strava, sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Si ça t'apporte du plus, si tu es content de publier, mais tant mieux. Mais si tu commences à te dire, t'as vu, j'ai l'impression d'être lente, je trouve que je cours pas assez vite, mais pourquoi dire tout de suite que ce qu'on fait, c'est nul, que ce qu'on fait, c'est naze? Pour moi, c'est dommage, en fait. Tu es en mouvement, c'est vachement bien. Tout le monde ne fait pas ça. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Je pense qu'on sous-estime l'importance, l'importance de s'y mettre déjà et de pouvoir se satisfaire de ça. Ouais. Pour en revenir au cas du débutant. Imaginons, je suis débutant. J'ai jamais fait de sport de ma vie. J'ai envie de me mettre à la course à pied. J'ai une trentaine d'années. On va prendre un exemple comme ça. Tu te rajeunis, t'as raison. Ouais, non, mais je parle pas de moi, mais on va prendre le client type, entre guillemets. J'ai la possibilité de m'entraîner 2 fois par semaine. Par quoi je commence? Alors, t'as jamais couru? J'ai jamais couru. Mais je suis désolée, c'est pas funky ce que je vais te proposer, mais tu vas devoir faire de l'alternance marché-course pour déjà apprendre à ton corps ce nouvel effort. C'est le jeu. Hein, donc, dans un premier temps, on va dire que si t'as jamais couru, la personne n'est pas du tout sportive, tu vas partir sur des 2 minutes de course, 1 minute de marche. Et tu vas alterner ça plusieurs fois. Alors attention, hein, plusieurs fois, ne vous attendez pas à 100 fois. Hein, on va déjà partir sur... Franchement, déjà faire 12 fois ça, c'est déjà pas mal, tu vois. En aisance respiratoire, en capacité à pouvoir mener une conversation. C'est très important, ça. Hein. Ça veut dire que pendant le temps où tu cours, tu dois être en capacité de pouvoir parler à la personne qui est à côté de toi. Donc, c'est pas je fais 2 minutes
très fond, rapidement et je non. récupère pendant 1 minute. Hein. Non. Non, c'est 2 minutes, je cours. Je suis en capacité de pouvoir parler. Je viens, je récupère. Les 1 minute où je récupère, c'est je marche activement. D'accord? C'est de la marche active. C'est pas la marche, je suis en train de regarder dans le magasin, qu'est-ce qu'il y a, machin, etc. Tu vois, tu marches, tu sens que tu es dans un effort. Et tu repars courir. Et ça, tu vas le faire plusieurs fois. Et puis, petit à petit, ta deuxième séance de ta semaine, tu vas faire la même chose, sauf que tes 2 minutes, et ben, au lieu de faire 2 minutes, tu vas faire 3 minutes. Tu vois? Et dans ta semaine, tu vas venir augmenter le volume global de ta séance. Et d'une semaine à une autre, on va venir se challenger comme ça. Et du coup, après, in fine, tu vas te retrouver avec des durées qui vont être beaucoup plus longues. À la fin, tu vas avoir 2 fois 15 minutes, et puis 20 minutes, et puis 25. Et ton corps, il se sera habitué. Il n'aura pas été traumatisé. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on passe de « je ne fais rien » à « je me mets à courir » et que j'y vais trop vite? C'est qu'il y a un risque de blessure qui est très important. C'est-à-dire que d'un coup, ton corps, tu lui demandes de « ouais, ton esprit, il est prêt, il a envie de courir, mais il faut tout de suite qu'il se mette à courir. » Il peut y avoir des inflammations, les tendons, les genoux. Tu vois, ça, c'est important. C'est aussi pour ça qu'on fait ce passage d'alternance marché-course. Pouvoir permettre au corps de s'habituer à un effort sans se blesser. Cette notion de progression, elle est importante dans tous les sports de toute façon. Exactement. Mais c'est la plus mal comprise, hein, j'ai l'impression. En fait, c'est pas que c'est mal compris, c'est que je pense qu'il y a trop d'impatience. Mais je comprends, tu vois, même moi, je suis impatiente. Mais c'est ce qui permet la durée de vie du sportif. Pour moi, aujourd'hui, franchement, ce qui fait que tu as certains sportifs qui durent très longtemps, parce qu'on est aussi arrivé dans une société où les sportifs sont de plus en plus performants avec l'âge avançant. Et moi, j'ai un tel respect pour ces personnes. Je veux dire, quand tu es en capacité à 40, bon, c'est parce que j'approche de la quarantaine, on a compris, à 40, 50 ans, 60 ans, être performant. C'est incroyable. C'est incroyable. Je suis désolée, franchement, tu as une vie, tu as des gamins, tu as un boulot et tu arrives à être performant. Mais comment tu fais pour mener tout ça? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et pour arriver à ça, effectivement, il faut accepter qu'il y ait une progression. Il faut travailler avec beaucoup d'adaptabilité dans ton quotidien pour ne pas traumatiser le corps et permettre à son corps de donner toujours le meilleur de lui-même sans se blesser et de pouvoir durer aussi longtemps que possible malgré l'âge avançant. Je t'avoue que c'est ce à quoi j'aspire aussi. Hein. J'aimerais pouvoir continuer à faire du sport à 60. Bah, t'es quand même bien parti, soyons honnêtes. Ouais, je touche du bois. On va toucher du bois. Mais moi, je touche du bois pour moi. On touche tout le bois nécessaire. Ok, donc on y va progressivement. On commence par exemple par 2 minutes en aisance respiratoire, 1 minute de récupération, mais qui n'est pas vraiment de la récupération, marche active. On fait ça 2 fois par semaine. Et quand tu dis d'augmenter le volume, est-ce qu'on augmente les 2 minutes ou est-ce qu'on augmente le nombre de fois où on fait 2 minutes? En fait, quand tu vas faire ta première sortie, on va partir du principe que tu vas faire 12 fois 2 minutes, 1 minute de récup. Alors, c'est mon jargon, 12 fois 2 minutes de course, 1 minute je récupère, marche active. La deuxième fois, tu vas peut-être me faire 8 fois 3 minutes, je cours, 1 minute je marche activement. Ouais. La semaine d'après, au lieu de me faire des 3 minutes, tu vas me faire des 5 minutes, tu vois. Et donc là, on va réduire le nombre de répétitions, d'accord? Mais on va augmenter la durée de ton effort, de manière à ce que globalement, on va avoir une durée d'effort qui va être équivalente. Parfaitement clair. Voilà. Et comme ça, petit à petit, tu vas venir te challenger et d'une semaine à une autre, tu vas te voir progresser. C'est quand même ça le plus important. Ah bah carrément, ouais. Faut que tu te sentes progresser parce que franchement, sinon, c'est naze, quoi. Tu as l'impression de ne pas avancer. Et le fait de faire évoluer ces variables, bah déjà psychologiquement, ça rassure en se disant « Attends, j'ai fait 2 minutes semaine 1, semaine 3, j'en suis à 5 minutes, c'est génial, je vais continuer comme ça. » C'est ça. J'imagine que pour justement ce cas précis, un débutant qui n'a jamais fait de sport, on ne parle pas de fractionner, de machin, haute intensité, des trucs comme ça. T'as le temps. Déjà, franchement, ça, c'est parce qu'on est pressé. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, tu es très motivé, t'inquiète, on va faire plein de trucs. Déjà, dans un premier temps, on va faire ça, d'accord? Jusqu'au moment où tu vas être en capacité de pouvoir courir 45 minutes en continu. Bon. Ok. Voilà, toujours en aisance respiratoire. Toujours en aisance respiratoire. Tu es en capacité de pouvoir parler. On fait ça, donc on a un footing en aisance respiratoire de 45 minutes. Tu peux courir 2 fois dans la semaine. C'est super, 2 ou 3 fois. On va dire que l'idéal, c'est 3. Si ton organisation personnelle ne te le permet pas, déjà 2, c'est le minimum. Tu vas avoir un footing et la deuxième séance, ça va être un fractionné. Et bien là, les choses vont être différentes parce que dans ta semaine, tu vas venir diversifier tes efforts de manière à venir travailler de manière globale différemment. D'accord? Et là, pendant tes efforts de fractionner, là, tu vas sentir la différence entre ce que je te disais sur l'aisance respiratoire et le fractionné où tu dois être au bout de ta vie. Ouais. En gros, c'est une caricature. Mais ça, on est d'accord, on s'en occupe pas au début. Pas du tout. Ok.
Est-ce que pour ce même profil, donc le débutant qui n'a jamais fait de sport, de quel équipement il a besoin pour commencer à s'entraîner? Juste une paire de baskets? Alors, on va dire que pour moi, ouais, franchement, en vrai, sérieux, il y a juste besoin d'une paire de baskets. Une bonne paire de baskets adaptée. Et c'est quoi l'histoire de la pointure? Parce que j'étais pas au courant. Je suis sûre que si. En fait, quand tu cours, tu vas pas acheter la même pointure que ta chaussure de ville. D'accord. Parce que quand tu vas courir, ton pied va gonfler. Et du coup, en fait, si tu es dans une pointure identique à ton quotidien, ta chaussure va être trop petite. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir une pointure au-dessus. D'accord. J'avais pas pris Après, il faut, notion. en tout cas, après, tu sais, d'une marque à une autre, parce que moi, j'ai pu constater, genre d'une marque à une autre, j'ai pu sauter de 3 pointures. J'ai pas grandi des pieds, a priori, Ouais. mais tu peux avoir des différences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu mets ton pied dans ta chaussure, tu dois sentir que tu as une aisance, tu vois. T'es pas au bout de la chaussure, quoi. Parce que sinon, quand tu vas te mettre à courir, ça va être compliqué, quoi. Ok, donc faut anticiper ce facteur-là. Ouais. Besoin d'autres équipements? En vrai, alors si pour les femmes, une bonne brassière, c'est important, tu vois, sûr. pour avoir un bon maintien, sentir bien et pas avoir de brûlures, parce qu'on peut avoir des brûlures au niveau des aisselles, notamment les brassières. Donc ça, c'est très important, les brassières. La chaussure, et puis après, les vêtements, en vrai, les vêtements, moi je le dis souvent, quand tu débutes, tu as envie de te faire plaisir. Ça motive quand même. Tu vois, tu t'as acheté une paire de vêtements, tu trouves ça joli et tout, paire de baskets, tes vêtements, bah oui, pourquoi pas. Mais c'est pas quelque chose dont tu as besoin, c'est radical, tu es obligé d'avoir des jolis vêtements pour courir. Ouais, donc c'est pas nécessaire, Non. mais psychologiquement, ça fait du bien. Ouais. Et on a tous envie de se sentir à l'aise et beau quand on va Ouais, s'entraîner. puis ça te motive. Tu te dis, ouais, tu t'es acheté ça va te motiver encore plus pour aller les mettre et pour aller courir. Ok, pas mal. On va passer à un autre profil. J'en profite vu que tu es là, je te pose toutes tes questions. Si on part du principe qu'on a un débutant, mais qui cette fois-ci fait déjà du sport, mais rien à voir avec l'endurance. Il fait des sports de résistance, il fait peut-être du judo, du karaté, de la boxe. Bah, la boxe, c'est il y a peut-être une notion cardio, mais disons qu'il ne fait pas de course à pied. Mais il est déjà à même de pouvoir assumer un effort intense. Est-ce qu'on commence de la même façon? Est-ce qu'on peut se permettre d'y aller de manière un petit peu plus intense, d'une manière un petit peu plus forte, sachant qu'on a toujours la possibilité de s'entraîner 2 fois par semaine? En fait, pour moi, le fait que tu fasses un autre sport, ça change pas grand-chose. En vrai, non. Tu vois, moi, j'ai le cas de figure d'une fille qui fait de la boxe, c'est différent. Parce que bon, elle fait de la boxe, elle court dans le cadre de ses entraînements pour la boxe. Ouais, et la boxe, c'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est cardio quand même. Alors, cyclisme, pareil, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même une vraie capacité physique liée à l'endurance. Voilà. Les personnes qui font du judo, en fait, c'est vraiment est-ce que tu cours à côté de tes entraînements que tu fais de manière classique. Et puis, si tu cours pas, bah, il faut déjà s'habituer à cet effort-là. Donc, effectivement, tu vas partir comme n'importe quelle personne qui débute, alterner marche et course. Mais attention, hein, c'est pas une règle. Hein. Genre, c'est pas écrit dans le manuel de la course à pied, il faut faire comme ci, comme ça. Moi, je le dis parce que c'est ce que je fais faire, mais ça veut dire qu'il y a plein de possibilités. Il y a des personnes qui vont commencer autrement. Tout est possible. Mais moi, en tant qu'entraîneur, c'est ce que je vais préconiser. On est là aussi pour avoir ton avis en tant qu'entraîneur. Moi, je t'avoue que pour la muscu, pareil, hein, je donne des recommandations, mais elles sont écrites nulle part. Oui, voilà. Et puis, c'est d'une part, j'allais dire du bon sens, mais tout le monde n'en a pas parce qu'on n'a pas tous la même expérience. Et c'est aussi lié à ton expertise et tu vois, toutes ces années d'expérience que tu as eues en entraînement. Ok, donc même si on est sportif et qu'on n'a pas l'habitude de faire la course à pied, on commence de la même façon pour s'habituer à l'effort, pour s'habituer à sortir et commencer à courir tout simplement. Ouais. Et puis à s'habituer à un autre effort. Parce que tu sais, le fait que tu fasses du sport, une personne qui fait de la gymnastique, tu vois, c'est un sport qui fait que tu as une condition physique quand même. Enfin, je veux dire, c'est une sacrée condition physique. Mais c'est pas les mêmes attendus en course à pied. Donc du coup, c'est pas la même chose. Ou même une personne qui pratique beaucoup de yoga, c'est pas les mêmes efforts. Donc il faut aussi permettre à son corps de pouvoir s'adapter. Faut pas trop en attendre d'un coup son corps, même quand on est très sportif. Ok. Tu mentionnes le yoga parce que tu te mets au yoga, toi? Alors non, en fait, je mentionne le yoga parce que en fait. Alors, moi, je suis formée au yoga. Ouais. Voilà, je suis formée au yoga. Aujourd'hui, je ne donne pas de cours de yoga parce que j'ai pas le temps. Après, moi, j'ai fait du yoga, oui, j'en ai fait beaucoup sur la période postpartum quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et je te parle du yoga parce que j'ai bossé tout le week-end et parmi les filles, il y avait une fille qui faisait du yoga. Voilà, je pense à elle. Je t'ai dit ça comme ça. T'as combien de casquettes? J'en ai beaucoup. Voilà, mais ça va, a priori, je m'en mêle pas trop les pinceaux, tu vois. Bah ouais, a priori.
Ouais, ça doit faire des journées qui sont quand même bien chargées. Ouais, mais après, tu sais, ça, c'est des tempéraments. Je pense que tu es quand même très bien placé pour le comprendre. Mais tu vois, c'est des tempéraments. Moi, je pense que j'ai un tempérament qui fait que je suis très active. J'aime beaucoup, en fait, diversifier les choses. Avoir beaucoup de casquettes, ça a toujours été comme ça. Même quand je ne travaillais pas dans le milieu sportif, j'étais déjà dans cette dynamique-là. Et tu te formes à la préparation mentale actuellement, c'est ça? Alors, en fait, effectivement, aujourd'hui, donc cette année, l'année 2024-2025, ça va être une année assez particulière pour moi, puisque c'est une année où je me forme. En fait, où à la fin de l'année, je veux une spécialité dans l'entraînement au féminin, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important pour moi, avec toutes les attendus, la ménopause, la préménopause, les hormones, le postpartum, la grossesse. Voilà, ça, c'est des sujets qui m'intéressent fortement. Et après, en fait, je vais poursuivre avec un DU en prépa mentale. Donc, le DU de prépa mentale, pour moi, est une suite logique de mon parcours, puisque moi, je viens d'un milieu psychosocial, où j'étais pendant 10 ans dans ce milieu-là. Donc, si tu veux, en fait, ça me paraît inhérent à mon parcours pro précédent. Une évolution logique, ouais. D'aller dans la prépa mentale. Ok, trop bien. Hein. J'avais une question que j'ai oublié de poser par rapport aux débutants. Laisse-moi m'en rappeler, ça va me revenir dans à peine quelques secondes. Ah oui, ça y est. On est débutant. Est-ce que ça vaut le coup de se fixer un objectif de distance, genre semi-marathon? Ah ouais, marathon? moi j'adore. Ah ouais? Ouais. Pourtant, tu vois, je te dis, je ne suis pas forcément dans ce qu'il y a de plus courant, hein, parce que dans le milieu de l'entraînement, on va te dire attention, il faut passer par-ci. En fait, moi, je trouve que ce qu'il faut faire, c'est surtout ce qui te motive. Moi, il y a des filles qui débutent, elles me disent ouais, mais j'aimerais bien faire un marathon. Bah, vas-y, mais donne-toi juste le temps de te préparer. Tu vois, moi, la fille qui va me dire j'ai débuté, ça fait 3 mois, je cours, j'ai vraiment mon rêve de faire un marathon, mais j'ose pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas? Pourquoi? Si c'est une histoire de prépa, t'inquiète pas, tu vas te préparer. Si tu me dis que ton marathon, tu vas le faire dans 1 mois, c'est pas la même chose que si tu me dis dans 1 an, j'aimerais le faire. Tu vois, tu as le temps de te préparer. En fait, pour moi, le fait que tu débutes, honnêtement, si tu as envie de te challenger, ouais, vas-y. Si ça te motive, vas-y. Tant que tu te donnes les moyens de te préparer, c'est super. Donc, c'est pas l'objectif qui pose problème, c'est en fait la préparation. Ouais, c'est les moyens que tu te donnes pour atteindre ton objectif. Ouais. Mais c'est comme dans tout, hein, dans la vie. Hein. Tu sais, tu peux te donner un objectif dans la vie, mais qu'est-ce qui compte le plus? C'est pas forcément d'atteindre cet objectif, c'est qu'est-ce que tu as mis en place pour l'atteindre, cet objectif. Tu penses qu'on met un peu trop l'accent sur justement l'objectif en lui-même et pas de tout ce qui se passe avant? En fait, je pense que, je sais pas si on met un peu trop l'accent, je pense qu'on ne profite pas de tout ce qu'on fait avant pour atteindre cet objectif. Pour moi, ce qui est important, c'est pas le jour de ton objectif, c'est aussi tous les jours qui précèdent, tout ce que tu as engagé au quotidien. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faut jamais minimiser l'engagement qu'on met pour atteindre cet objectif. Il ne faut pas l'oublier. Quand tu atteins ton objectif et quand tu arrives le jour de ton objectif, il faut déjà être fier de ce que l'on a réalisé jusque-là. C'est déjà 50% de la réussite de ton objectif, quel qu'il soit, quelle que soit ta discipline sportive, professionnelle. Donc quand tu arrives là déjà, tu te dis « Ok, d'accord, j'ai déjà fait 50% du boulot. Maintenant, il me reste les 50% qui restent et là, je vais kiffer à fond. » Il ne faut pas se mettre la pression en imaginant que l'objectif, c'est 100% et que si... Enfin, on ne sait jamais, ça se passe mal. Tout est à remettre en question, Exactement. Tout est à mettre à la poubelle, quoi. Exactement. Alors moi, tu vois, là, je rentre du marathon de Berlin. Donc, j'ai fait une prépa estivale, donc à Font-Romeu. C'est une station en altitude où je suis partie m'entraîner là-bas parce que déjà, tu vois, à Lyon, franchement, de préférer une prépa marathon, toi-même, tu sais à quel point il fait chaud. Moi, je ne suis pas capable de courir le matin à 40 degrés, laisse tomber. Donc, du coup, on est parti en altitude. Uniquement pour la température ou aussi pour... Les deux. Les deux. Alors, la première chose, c'était pour éviter de courir avec une chaleur... tu vois, que ce soit trop compliqué pour faire la prépa marathon. Et la deuxième chose, c'était parce qu'en allant en altitude, on avait les bénéfices de l'altitude qui pouvaient nous permettre en fait, d'arriver à atteindre le meilleur niveau de soi-même, hein, d'accord? Parce que moi, voilà, mon niveau à moi, quoi, tu vois. Et pourtant, le jour de mon marathon, je ne fais pas mon record, je fais mon 2e chrono. Est-ce que pour autant, je vais remettre en question toute ma prépa? Est-ce que je vais me dire, ouais, t'as vu, franchement, c'est naze et tout? Non, t'as fait ton 2e chrono. Après, tu vois, tu vas mettre les choses dans un contexte. Tu t'es tapé 2 mois de prépa, t'es parti à Font-Romeu, etc. Tu as fait de ton mieux. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as sorti la prépa que tu pouvais faire avec ta réalité de maman, de boulot, de machin, etc. Et ben voilà, il faut être satisfait de ce que le corps donne à ce moment-là. Tu vois, c'est ça qui est important. Ça passe pas toujours, hein. Tu sais, sur les réseaux, on peut croire que ça passe toujours. Non, mais alors, moi, je vous rassure, moi, ça passe pas toujours. Je rassure, moi non plus. Ça me rassure aussi. Mais tu vois, parfois, en fait, on peut croire que ça peut être facile. C'est pas toujours facile.
Et donc toi, personnellement, tu l'as pas mal vécu au final? Ah non, mais tu rigoles ou quoi? Moi, j'étais trop contente. Déjà parce que j'attendais qu'une chose, c'est que le marathon soit terminé pour que j'aille bouffer des frites. Et la deuxième chose, c'est parce que tu te dis, toi, en fait, tu es toujours seule dans ce que tu ressens et dans ce que tu vis. Moi, je savais dans quel contexte je faisais ce chrono. J'étais seule à savoir ce que j'avais vécu cet été, dans ma réalité personnelle, de qu'est-ce que ça m'a demandé et exigé de pouvoir réaliser ce marathon et de le préparer dans ces conditions-là, tu vois. On partage ce que l'on veut sur les réseaux sociaux. On est seul à savoir ce qui s'y passe en réalité, tu vois. Donc du coup, quand j'ai fini mon marathon, j'étais très heureuse pour la simple et bonne raison qu'un marathon reste un marathon. C'est quand même, là encore, il ne faut pas minimiser le fait de courir un marathon. C'est pas donné à tout le monde ne court pas des marathons. Regardez autour de vous, tout le monde ne fait pas des marathons. Il faut déjà être fier, tu vois. Et puis c'était un marathon de Berlin, excusez-moi, mais moi j'ai pas vécu à faire des voyages tous les jours de ma life, etc. Donc je suis partie à Berlin, j'ai découvert Berlin, c'était incroyable. C'était mon premier major, j'étais une petite fille, quoi. Donc j'étais trop heureuse. T'arrives les portes de Brandebourg, enfin, tu vois, moi... Je suis une vieille, mais vous l'avez compris. Moi, j'ai vécu la chute du mur de Berlin. Je veux dire, je suis allée à Berlin et tout. Tu vois, c'est l'histoire. Ça m'a marqué quand même. Donc, franchement, j'ai fini. Je me suis dit, bah écoute, c'est comme ça. T'as pas fait ton record. Sois fier de ce que t'as fait. Tes enfants, tu sais, fasse ton record. Tu fais pas ton record. Ils ont une médaille. Ils sont tout fiers. C'est ce qui compte. Mais tu sais que j'avais cette discussion avec mon entourage. Je crois même que c'était avec Margot, de ma chargée de prod, où je parlais du marathon et de l'obsession du chrono. Ouais. En oubliant que le marathon en lui-même, qu'il soit fait en 3 heures ou en 5 heures, c'est ça. C'est un exploit incroyable. Exactement. En fait, pour moi, ça, c'est un truc, à chaque fois, et je le dis à tous mes coureurs, quand tu arrives sur la ligne de départ, déjà, ta prépa en soi, c'est un marathon. Tu vois, c'est un marathon parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas athlète de niveau. On a nos vies, on a nos boulots à côté. Franchement, mais soyez fiers de vous. Vous êtes en capacité de pouvoir tout concilier. Quand on doit tout concilier, le boulot, la vie sociale, les entraînements, machin. Il y a des moments où tu te tapes des sorties longues, t'as pas le goût, il pleut, il fait moche. T'es là, t'arrives le jour de ton marathon, mais t'as la rage. T'as fait ce que t'avais à faire. Le jour J reste le jour J. Donc déjà, ta prépa en soi, c'est un marathon. Le jour J, c'est... les 50% restants, pourvu que ça marche. Ça marche pas, c'est pas grave. Sois fier de ce que tu as réalisé, quoi qu'il arrive, parce que tu es allé au bout de ton effort. C'est rassurant d'entendre ça. Même si c'est dur, en fait, je pense qu'on le sait tous, mais c'est dur de se le rappeler et de se dire, effectivement, j'ai fait un truc de fou, j'ai fait une prépa, j'ai couru 42 km. Ouais. Et en fait, on parle du marathon, mais même courir 21 km, c'est génial. Mais même bien courir 10 sûr, km, quelle que c'est soit génial. la distance, en fait, que tu sois sur un marathon, je te parle du marathon parce que c'est ce que j'ai fait récemment, Oui. un marathon, un semi-handicap, franchement, il ne faut pas minimiser ce que l'on réalise. C'est ça le plus important. Il faut tout le temps être satisfait de ce que l'on donne. Pour moi, quand tu finis un truc, si tu te dis « j'ai fait tout ce que je pouvais avec les armes du jour », c'est que tu as réussi. Donc c'est ça le plus important. Exactement. Être satisfait de sa préparation Exactement. Et des moyens qu'on a mis en place pour arriver à cet objectif. C'est ça le plus important. Je veux dire, quand tu te donnes les moyens d'atteindre ton objectif, qu'est-ce que tu peux regretter? Rien. Rien. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Mais comme dans la Parce vie. que c'est au-delà de ton contrôle en fin de compte. Mais bien sûr, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir. Moi, je te donne un autre exemple parce que je suis une vieille et que j'ai plein d'exemples à vous donner. Et en fait, j'avais fait le marathon de Deauville. C'était les championnats de France du marathon de Deauville. J'étais déterre comme jamais. Je suis arrivée, c'était une météo normande. Alors, il faut pas m'en vouloir les Normands, mais la météo, elle était pas trop à mon avantage. Hein. Il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent. Je me suis dit, tu prends le départ, déjà, tu sais, tu vas morfler pendant 42 bornes. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu vas morfler. Mais eux, ils vont morfler. Les autres, tout le monde. Tu vois, tu peux pas agir là-dessus. Donc, tu vas composer avec. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut avoir du recul et de se dire, il y a des choses sur lesquelles tu peux agir, puis il y a des choses sur lesquelles tu peux pas agir. Il faut les accepter et composer avec. C'est sûr qu'il faut avoir du recul, mais c'est bien aussi de t'entendre le dire, tu vois, de personnes qui vont peut-être se lancer dans la course à pied demain, qui vont peut-être se donner un objectif de marathon. Au moins, ça enlèvera un peu une pression. Exactement. Et ils sauront que la préparation est importante et courir 40 de 21, 10 km, c'est génial. Donc, il faut déjà s'en satisfaire. Tu as parlé du marathon de Berlin. On peut savoir combien de temps tu as fait sur ce marathon? Oui, bien sûr, j'ai fait 2,54. Ah ouais, incroyable. Je sais pas si c'est incroyable, mais j'étais contente de ce que j'avais fait, oui. Félicitations. Merci Moi, ça beaucoup, m'impressionne. merci. Et tu as dit que c'était un major. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un major, c'est une très bonne question. Un major, en fait, si tu veux... Je sais ce que c'est, moi, j'ai fait mes recherches. En fait, ça fait partie des 6 grandes courses. Attends, 6. Tu as plusieurs courses, donc les majors, les plus grands marathons du monde. Donc, tu as Berlin, tu as Tokyo, Londres, Chicago, Boston, New York. Donc, oui, tu en as 6. Et en fait...
C'est tout un parcours de grands marathons internationaux. Et en fait, quand tu participes à ces 6 marathons, à la fin, tu as une énorme médaille qui te permet de valider en fait le parcours des 6 marathons. Donc, tu as ça dans les marathons et tu as la même chose pour les semi-marathons. Et en fait, tu as tout un parcours de semi-marathon qui t'inscrit dans cette dynamique-là, quoi. Qui sont dans les mêmes villes ou dans les semis? Non, pas du tout. Différent. Les semis, c'est dans d'autres villes. Je pourrais pas te dire tous, mais je crois que tu as Copenhague, Cardiff, j'ai un doute, Valencia, tu en as un au Portugal, tu en as 5 et le 5e, je crois que c'est Prague. Et pareil, hein, en fait, moi, ce qui me motive, tu vois, moi, j'ai pas grandi dans un milieu où on pouvait voyager. Et je trouve que c'est incroyable de voyager et de courir en même temps. Parce que franchement, la vérité, c'est que de mon point de vue là, je vais te dire, tu vois, c'est trop bien, tu vas courir ton marathon et tu vas découvrir la ville. En vérité, après mon marathon, je suis incapable de dire que qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu le départ, j'ai vu l'arrivée. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Mais je me dis, tu vois, dans la dynamique, j'avais envie de visiter Berlin, tu vois. Donc, c'est un peu ce que j'aimerais faire. Effectivement, j'aimerais faire les majors et voilà, prendre le temps de les faire petit à petit. Et là, c'était le premier major que tu faisais. Exactement. Ça doit être une expérience incroyable. Mais tu vois, je te rejoins sur quelque chose. Avant ça, personnellement, j'avais jamais fait de course à pied, avant de m'y mettre il y a quelques temps. Et quand j'ai fait le marathon de Paris, c'était en avril 2023, j'ai dit à mon entourage, c'est l'une des meilleures expériences sportives que j'ai fait. Parce que j'ai beau faire de la musculation, j'ai beau adorer ça, j'ai beau adorer les sensations, et j'espère continuer aussi longtemps que je pourrais. La course à pied, les marathons et l'ambiance qu'il y a autour de cette compétition-là, mais c'est incroyable. Ouais, puis marathon de Paris, moi personnellement, c'est un des plus beaux marathons de France. Parce que le marathon de Paris, tu vois, toutes les personnes qui débutent, qui me demandent qu'est-ce que tu me conseilles comme marathon, je leur dis Paris. Franchement, faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Hein. Sérieux, pour avoir fait des marathons à l'étranger, le marathon de Paris, il claque. Il claque parce que déjà le salon en lui-même, il claque. Pour avoir bossé sur le stand de la Fédé, tu as un salon qui est incroyable. Il y a grave du monde, ils ont fait plein de trucs, c'est immense. Ça te donne, rien que ça te donne envie de courir. Et le marathon en lui-même, tu restes quand même à Paris, tu vois. T'es pas dans une petite ville, t'es à Paris et t'as une ambiance de dingue. T'as du monde tout le long. Et ça, quand tu débutes, j'ai envie de te dire, quel que soit le parcours, c'est ça qui te porte. Ah, c'est galvanisant. Ouais. Quand tu débutes et que tu vis en France, évidemment, hein, quand tu débutes et que tu vis en France et que ton entourage peut venir te voir et t'encourager, c'est encore mieux, tu vois. Quand tu pars à l'étranger, c'est un peu plus compliqué, ça demande d'autres moyens. Mais quand tu viens le faire en France, bah, du coup, ça te permet d'être sur un parcours incroyable, d'avoir ton entourage qui peut éventuellement être là et d'être porté par le public qui t'encourage tout au long. Mais c'est vrai que je me surprenais à regarder autour de moi, et me dire mais il y a la Tour Eiffel là, il y a l'Opéra, il y a la Bastille, c'était assez incroyable. Moi, ça a été mon premier marathon de Paris et j'en garde un souvenir où, pareil. C'est marrant parce que je me rappelle de la Tour Eiffel en me disant waouh, truc de fou quand même, tu vois. Tu passes et tout, t'as les gens et tu te dis c'est un truc de malade. L'arrivée est incroyable, le départ est incroyable. Tu vois, pour moi, le marathon de Paris, c'est vraiment un très beau marathon. Eh ben, je suis content que tu le penses aussi. J'ai jamais fait de marathon à l'étranger, peut-être que j'en ferai un jour. Ah, il y en a des très beaux. Hein. Enfin, tu vois, pour en avoir fait plusieurs, le marathon de Valencia, qui est aujourd'hui très connu chez les coureurs, c'est un marathon que j'ai adoré puisque je l'ai fait 2 fois. Et c'est là où j'ai mon record. C'est un marathon qui est pour les personnes qui sont plus experts. Alors, je dis experts parce que quand tu débutes, j'ai envie de te dire, peu importe ton parcours, si c'est ton premier marathon, ton objectif, c'est de le finir. Quand tu as une marque, donc quand tu as déjà une référence sur une distance, ton objectif, c'est de te challenger. Là, pour moi, c'est des marathons qui sont propices à ça parce qu'en fait, le parcours est un billard. Tu vois, vraiment un billard. C'est des parcours roulants où tu peux facilement en fait, tenir une certaine allure tout au long. Ça veut dire quoi, roulant ? Roulant, c'est que... Alors, c'est très bien que tu me poses cette question. Franchement, même, je sais pas. J'entends tout le temps ça. Non, mais en vrai, je te dis ça, mais c'est mon jargon. En fait, quand je dis un marathon, un billard roulant, c'est que t'as pas de boss. Tu vois, c'est pas un parcours... Tu vois, bah, par exemple, typiquement, le parcours de Paris, excusez-moi, mais il est pas roulant pour moi. Alors, ça monte, ça descend. Voilà, ça monte, ça descend. Alors, moi, il faut savoir que je ne suis pas une trailleuse dans l'âme. Tu vois, moi, vraisemblablement, quand ils ont immigré en France, ils sont pas passés par les montagnes. Ils sont passés, c'était tout plat, il n'y avait pas de difficulté. Donc, c'est la route. Du coup, moi, c'est la route. C'est plat, c'est limite descendant. Mais tu vois, donc du coup, ça, c'est un parcours roulant, c'est-à-dire pas de difficulté. Berlin, c'était ça, hein. Vraiment un parcours très plat. New York, typiquement, c'est un parcours qui n'est pas plat. Mais New York, c'est une autre histoire. C'est un autre marathon, c'est une autre ambiance, c'est à part, quoi. Je ne l'ai jamais fait en tant que coureuse. J'y suis allée en tant que spectatrice. Incroyable.
Incroyable. Et c'est pour ça que, en général, les records du monde, ils se font à Berlin parce que c'est un parcours assez, très plat. Tu as le record du monde, jusqu'à 2024, tu avais le record du monde du marathon chez les femmes à Berlin. Après, cette année, il a eu lieu à Chicago. Chicago, c'est également un parcours très roulant puisque le record du monde chez les hommes, il est à Chicago. Mais c'est des marathons qui sont vraiment propices à la performance. Ça, c'est ça, roulant. Propice à la performance. C'est pas mal comme définition. Ouais, c'est très bien. Au moins, je saurais ce que c'est maintenant. Mais quand de toute façon on cherche à commencer la course à pied ou même se donner un objectif hyper ambitieux comme un marathon, on cherche pas à savoir si c'est roulant ou pas roulant. On cherche à finir. On cherche à finir. Franchement, moi personnellement, le premier marathon, je cherchais juste à finir. Avoir mon t-shirt de finisher et ma médaille de finisher, c'était tout ce que je voulais, quel que soit le parcours du marathon. J'avoue que je suis content d'avoir mes petites médailles. Mais moi aussi, je suis contente. Elles sont toutes affichées chez moi. Tu m'étonnes. Ça nous fait une transition pas mal parce qu'on a parlé des débutants. Maintenant, on va parler des personnes qui ont un peu plus d'expérience dans la course à pied. On va dire que ce sont des personnes qui sont habituées à la course, qui sont capables de faire 45 minutes, 1 heure en aisance respiratoire, qui sont au courant de leurs sensations et de ce que ça fait de pouvoir courir. Comment on fait pour passer au niveau supérieur ? On sait courir plusieurs fois par semaine, mais maintenant, on a envie de casser des records. Ouais. Est-ce qu'il y a une approche particulière ? Alors, première question, est-ce qu'on a besoin d'un coach ? Alors, c'est une très bonne question. En fait, pour moi, compliqué de te répondre parce que je ne sais pas si on a besoin d'un coach. Je dirais que pour pouvoir se challenger, je te parle de chrono, d'accord ? Puisque tu me dis, on n'est plus dans le cadre d'un débutant. Là, il va falloir sortir de sa zone de confort. Pour sortir de sa zone de confort, il va falloir diversifier ses entraînements. Et pour diversifier les entraînements, il va falloir réaliser des séances de fractionnés dans sa semaine pour travailler des filières différentes. Donc, est-ce qu'il faut absolument un coach ? Je ne sais pas. Ça va dépendre de ce que l'on a envie d'investir, financièrement déjà, de ce que l'on attend. Tu vois, tu as des personnes qui n'ont pas envie d'être entraînées, qui ont envie d'être tranquilles. Tu vois, ils vont aller sur Internet, ils vont essayer de se former. Mais quand tu as envie d'avoir une structure cadré, quand tu as envie d'avoir quelqu'un qui va te faire un retour, qui va te dire si il faut travailler comme ci, comme ça c'est un métier. Et donc dans ce cas-là, on se rapproche d'un entraîneur, effectivement, d'un coach si tu préfères, mais d'une personne dont c'est le métier de pouvoir t'accompagner. Et toi, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que tu penses des programmes qu'on peut trouver sur les montres ou même sur Internet ? En fait, moi personnellement, déjà, je ne les connais pas tous. Ce que je peux te dire, c'est que il y a de tout. Et si ça convient à une personne, si cette personne, elle s'y retrouve, pourquoi pas ? Tu vois, en fait, je n'ai pas d'avis. Moi, je ne suis pas critique sur tout ça. Je me dis, en vrai, si ça convient à quelqu'un, tant mieux, quoi. Tout dépend de ce que la personne attend. Si la personne, elle attend un retour, ce n'est pas des choses, tu vas pas sur un plan si tu as besoin d'un retour. Ouais. Par contre, les plans sont bien faits pour répondre de manière générale à des profils. Et si ça te suffit, c'est très bien, tu vois. Si ça te permet d'atteindre tes objectifs, c'est parfait. Maintenant, si tu as envie d'aller un peu plus loin, si tu as envie d'avoir une approche personnalisée qui prenne en considération tes besoins, ta réalité, là, effectivement, il faut te rapprocher d'un professionnel. Mais tu vois, là, je te parle du cadre du coach et de l'entraîneur qui fait du coaching privé. Tu as évidemment, après, les clubs d'athlétisme qui existent. Les clubs d'athlétisme, la différence, c'est que tu vas retrouver dans un club d'athlétisme une émulation de groupe que tu n'auras pas si tu es tout seul de ton côté à être encadré par un professionnel. Parce que le club d'athlétisme, c'est ce qui fait la richesse d'un club, c'est que tu sois encadré par un professionnel dont c'est le métier. Tu vas retrouver une dimension collective pour un sport individuel et tu vas pouvoir te challenger dans un groupe, tu vois. Ça va te permettre de te tirer. Quand je te dis tirer, c'est que quand tu es tout seul, c'est toujours beaucoup plus difficile de faire une séance que quand tu es avec des gens parce que ça te challenge, tu vois, ça t'amène à aller plus loin. Donc, quand tu vas dans un club d'athlétisme, si ça permet de répondre aux capacités des gens, parce que tu sais, les horaires, parfois, c'est pas possible. Ouais. Le fait que tu sois obligé d'y aller le mardi, jeudi, en fonction des clubs, c'est pas adaptable. Dans ce cas-là, si tu as besoin d'avoir une personne qui t'apporte ses connaissances, son expertise, effectivement, le coach, l'entraîneur, oui, ça va être la réponse, mais de manière personnalisée. Mais du coup, tu peux nous expliquer comment ça se passe dans un club ? Ouais, dans un club. Ouais, bien sûr. Parce que je t'avoue que je ne sais pas du tout. Mais moi, Nassim, je t'attends à la Escalure. Il faut que tu viennes me voir. Prenons mon exemple. Si demain, j'ai envie de m'inscrire dans ce club-là et que mon objectif, c'est de m'améliorer sur les longues distances, je veux être performant sur un semi ou sur un marathon.
Est-ce que je peux venir Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, tu vois, donc moi, je suis entraîneur à l'AS Caluire. Donc, moi, dans le club le club de l'AS Caluire, tu as plusieurs groupes. Tu as le groupe demi-fond, tu as le groupe sprint, tu as le groupe loisirs. Demi-fond, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pardon, excuse-moi, mais tu fais très bien, je suis désolée. Demi-fond, c'est les personnes qui vont être sur du 800, 1500, 3000, 5000. C'est des distances où on va venir se challenger sur piste. D'accord. Demi-fond, c'est ça. Sprint, on est vraiment sur les sprinters 100 mètres, 200 mètres. Voilà. Ensuite, tu as les personnes qui, les jeunes, les enfants. Et puis après, tu as le groupe loisir. Le groupe loisir et le groupe running, le groupe que j'entraîne. Donc, le groupe loisir et le groupe running performance. Le groupe loisir, ce sont des personnes qui vont vouloir aller s'entraîner, mais peut-être plus dans une dimension, je ne sais pas, j'ai du mal à définir. En tout cas, pour moi, la différence, c'est qu'est-ce que tu investis dans ta pratique sportive, sachant que moi, les personnes que je vais avoir dans mon groupe Running Performance, quand elles ont une licence compétition, c'est des personnes qui vont venir se challenger sur les crosses, sur les championnats. D'accord. Ça, c'est une vraie différence. Demain, tu décides de venir t'inscrire au club, d'accord? Moi, ce que je vais te dire dans un premier temps, c'est vas-y, viens, fais un essai. C'est important. Tu vois, avant de t'inscrire, mais c'est très personnel, hein, avant de t'inscrire, viens me rencontrer. Viens rencontrer le club pour connaître l'ambiance, l'atmosphère. Ça, c'est important. C'est très important. Ouais. Tout est une question de rencontre. Dans la vie, dans le boulot, tout, c'est une question de rencontre. Ça le fait pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu as senti, tu vois. Si tu viens, tu fais un essai. Moi, les personnes, il y en a plein qui viennent faire des essais. Elles viennent, elles se présentent, je leur explique comment je fonctionne. Donc moi, généralement, dans le club, en gros, tu as des entraînements collectifs le mardi et le jeudi. Donc le mardi, on se donne rendez-vous à 18h30 au club et puis on va faire notre échauffement ensemble. Ensuite, on revient sur piste et là, ils ont une séance sur piste. Et le jeudi, on fait la même chose, sauf que la séance, elle est en dehors de la piste. Et donc, ça peut être une séance de coach, un fartlek, une séance, peu importe, qui a été pensée, mais en dehors d'une piste. Mais à côté de ça, tu as un plan d'entraînement. D'accord ? Donc moi, par exemple, cette semaine, il faut que je travaille mon plan d'entraînement du mois prochain pour mon groupe. Ils vont recevoir leur plan, ils vont voir toutes les séances qui sont planifiées, les footings, les sorties longues. L'idée, c'est que le bénéfice, c'est que quand tu viens, tu sais ce que tu vas faire, puisque le plan, il est annoncé. Tu vois. Et après, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir te challenger avec le groupe, avec les personnes. Et mettons l'hypothèse, toi, tu veux partir sur un semi. Là, par exemple, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai orienté mon plan sur prépa semi et 10 km de Vénissieux, donc près de chez nous, dans un quartier à côté. Tu décides de faire le marathon. Dans mon groupe, j'ai ceux qui vont préparer le marathon de Valencia. Qui prépare le marathon de Valencia ? Moi. Ok, envoie-moi un mail. Et moi, je leur ai envoyé le plan marathon du groupe de l'AS Caluire. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression que je suis plus claire. Non, c'est très clair. En gros, en fonction de ton objectif, la différence entre un coach personnalisé et un coach en club, c'est que quand moi, je fais un plan pour mon club, pour mon groupe, c'est un plan pour un groupe, avec des pourcentages, etc. Quand je fais un plan pour une personne qui me prend en tant qu'entraîneur en coaching personnalisé, je lui fais son plan à elle. Tu vois, à cette personne-là, en fonction de son niveau, en fonction de ses objectifs. Tu vois, c'est différent. On va avoir un lien qui va être quand même différent. Mais ça va dépendre de tes attentes. Qu'est-ce que tu attends pour que je puisse au mieux te répondre ? L'avantage, c'est quand même d'être dans cette dynamique de groupe, comme tu dis. Mais ça fait qu'il y a 2 entraînements hebdomadaires. Ouais. Et les autres entraînements, on les fait en autonomie. En fait, si tu veux, sur les entraînements hebdomadaires, il n'y a rien d'obligatoire. Hein. Tu sais, moi, j'ai des personnes, par rapport à leur boulot, ils ne peuvent pas venir sur les 2, ils viennent 1 sur 2, peu importe. En fait, moi, je ne vais pas aller vérifier si tu as fait les 2 entraînements qui étaient prévus. Bah oui, c'est toi qui gères, t'es un adulte. Les personnes, elles font comme elles peuvent. Après, en fait, si tu vas en dehors, tu as les footings et en fait, j'ai créé un groupe WhatsApp et donc les personnes s'écrivent entre elles pour dire qui fait la sortie longue, venez, on fait une sortie longue. Il y a ceux qui préparent le marathon, ils vont partir à telle heure, etc. Donc, à vrai dire, ce qui est en dehors des séances collectives, ça peut se retrouver dès lors qu'il y a un groupe qui se fédère entre eux, quoi. Ok, c'est intéressant parce que je t'avoue que j'aurais pas eu ce réflexe de me dire je vais m'inscrire dans un club pour m'améliorer à la course à pied. Mais je retrouve un peu cette approche qu'on retrouve dans d'autres sports comme le judo, le foot, le basket, tu vois, où il y a vraiment un club, il y a cette dynamique de groupe qui est géniale, qui pour moi est hyper intéressante et qui est hyper importante et que j'ai jamais retrouvée dans la musculation. Parce que la musculation, c'est très individuel. Il n'y a pas vraiment de club de musculation, à part pour des trucs spécifiques, genre force athlétique, etc. Donc, c'est sûr que retrouver cette ambiance-là
pour une autre activité physique, je pense que ce serait top. Et niveau argent, ça représente quoi un abonnement? Alors, en fait, la différence, et ça, c'est une vraie question, c'est que quand tu vas prendre un coach personnalisé, c'est un montant que tu lui dois, entre guillemets, tous les mois. Ouais. A priori, je pense que les coachs, ils fonctionnent à peu près comme ça, tu vois. Pareil. Et quand tu vas dans un club, tu payes une licence. Et la licence, en fait, elle va être fonction d'un club à un autre. Mais le montant n'est pas du tout équivalent, puisque d'un club à un autre, tu vas avoir des licences à 210 € par an, tu vois. Je veux dire, un coaching personnalisé, ça coûte pas 210 € par an. Bah, tu peux en trouver à 210 € par mois. Oui, voilà. Donc, ouais, Voilà. le calcul, il est vite fait. Hein. Voilà, exactement. D'accord, mais ça change un petit peu en fonction des clubs. Ouais, ça change en fonction des clubs et ça change en fonction des villes. Hein. On est à Lyon, moi je te donne mon cas de figure à Lyon. Ça se trouve dans d'autres villes de France et d'autres tarifs. Moi je les connais pas tous. Hein. Mais c'est pour donner une idée en tout cas, c'est que quand tu vas dans un club d'athlètes, tu payes une licence. Cette licence, c'est le fait de t'entraîner dans un club, c'est ta fiche FFA. Moi j'appelle ça la fiche FFA. C'est la fiche d'une personne avec où est-ce qu'elle est inscrite, ce qu'elle a réalisé en compétition, etc. D'accord, très intéressant. Et si j'allais dire, j'ai un peu honte, mais c'est pas le mot que je voulais utiliser. J'ai un peu d'appréhension parce que je me dis, je vais avoir 37 ans, peut-être que je vais me retrouver avec des jeunes qui ont la vingtaine. C'est une vraie question que tu poses. Parce que moi-même, je me la suis posée. Si nous deux, on se la pose, il y en a d'autres qui se la posent. Même moi, je me la suis posée. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas pas aller sur piste, c'est que pour les gens forts. Mais en fait, tout ça, c'est faux. C'est dans notre esprit. On s'imagine ça. Parce qu'on imagine les gens sur piste qui ils courent tous vite. Mais en fait, en vrai, je t'assure, moi, les personnes, quand elles viennent dans le club, que ce soit avec moi ou n'importe quel autre de mes collègues entraîneurs, et je suis sûre que dans tous les clubs, c'est comme ça. En vrai, en fait, tu vas dans un club, moi, je ne vais pas leur demander tu fais combien sur le 10K. Moi, je vais surtout leur demander qu'est-ce que tu attends du club. Tu vois, qu'est-ce que tu attends quand tu viens me voir dans un groupe. Alors, évidemment, attention, il y a des groupes et il y a des clubs où tu as des critères. Tu vois. Mais ça, c'est autre chose. Moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, je me fous de savoir combien elle fait la personne aux 10 km. Moi, ce que je veux, c'est une personne qui est motivée, qui a envie de venir au groupe. Franchement, c'est ça dont j'ai besoin dans mon groupe, en fait. Peu importe le niveau. Donc, il faut enlever de sa tête que, tu sais, on a 37 ans, 39 ans, on n'ose pas. En vrai, ça, c'est dans notre esprit. Moi, quand je vois des personnes venir me voir, je vois jamais ça, en fait. Je vois, c'est cool, il y a une nouvelle personne, en fait. Donc, non, on va enlever ça de notre esprit, ça ne sert à rien. Que ce soit un homme ou une femme, qu'il ait 18 ou 40 ans, on s'en fout. Peu importe. Franchement, je me suis jamais posé la question. Ça va peut-être me... Mais je t'attends, je te dis, Nassim, je t'attends. Ça va peut-être me motiver à sauter le pas. Ok, trop intéressant. Du coup, pour cette approche réservée au public un petit peu plus expérimenté. Tu sais, aujourd'hui, on entend de partout zone 2, endurance fondamentale, aisance respiratoire, fractionné, seuil, du jargon, du vocabulaire qui est assez avancé, mine de rien. Parce que même si on a commencé à progresser en course à pied, tout ça, on ne peut pas trop le comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire vulgairement la zone 2? Alors, la zone 2, pour moi, ça veut rien dire. Tu vois, par exemple, tu me dis la zone 2, ça veut dire quoi? Mais tu me parles de quoi? De ta fréquence cardiaque, tu me parles d'allure, tu vois. Pour moi, ça veut rien dire. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que de manière globale, quand tu vas courir, effectivement, tu vas avoir différentes allures, différentes zones. Ces différentes zones, elles vont être établies par rapport à une référence. Soit on parle de ta VMA. Donc, la VMA, en fait, c'est un indicateur. C'est important. C'est un indicateur à l'instant T. C'est important de le souligner parce que dans la vie, on évolue tous. La VMA, elle n'est jamais définitive. C'est pas genre tu as une VMA à un moment donné de ta vie, elle va rester à ce niveau-là toute ta vie. D'accord ? Donc, cette VMA, elle va définir différentes zones de travail et différentes allures. Vas-y, t'as allé me poser une question. T'as pré-shot le truc. Ouais, je sais. Et la VMA, donc c'est une vitesse en kilomètres/heure. Ouais. Et c'est ta vitesse maximale aérobique. Voilà. D'accord. Donc, cette vitesse maximale d'aérobie, elle va te permettre de connaître, en fait, non pas la vitesse max que tu vas courir. En fait, elle va te permettre de définir la vitesse max où tu vas atteindre la consommation maximale d'oxygène. D'accord ? À partir de là, cette VMA, ça veut dire quoi ? Alors, concrètement, quand je te dis que ta VMA, par exemple, j'ai une personne qui a une VMA à 15 km/h, est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra jamais courir à 16 km/h ? Faux. Pourquoi ? Parce que tu peux, sur des durées très courtes, courir à 16 km/h. Ce qu'on va te dire, c'est que tu vas travailler des zones différentes. Une personne qui va avoir une VMA à 15 km/h, il va falloir qu'elle ait dans ses entraînements des moments de footing où elle est en aisance respiratoire, ce qu'on appelle l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, en quoi ça consiste ? Ce sont des allures basses, des pourcentages bas de ta VMA, d'accord ? Pour te permettre de récupérer et de venir travailler
ta filière aérobie. Ensuite, au niveau de tes entraînements, donc tu as cette fréquence-là, et puis après, on va venir varier. Donc, on va dire que de 60 à 67%, on est sur une zone plutôt basse. Et plus tu vas augmenter, plus tu vas venir diversifier les entraînements. Et donc, j'imagine que tu vas me dire, vas-y, alors du coup, c'est quoi les autres zones d'entraînement? Donc, et là, tu disais pourcentage de la VMA ou de la FC VMA. Max? Ah non, moi, je te parle de la VMA, moi. Ah, pourquoi tout le monde parle de la FC Max? Parce que moi, j'ai envie de faire la différence et que j'ai envie de te parler de VMA. Parce que pour moi, en fait, dans mon quotidien, en tant qu'entraîneur, etc., moi, je vais te parler de la VMA. Par contre, tu vois, la FC Max, c'est intéressant. Tu peux en parler si tu la connais. Moi, je te dis ça parce que dans une semaine, tu vois... ouais, c'est ça. Dans une semaine, je fais un test à l'effort parce que bientôt je vais être vieille, apparemment. Donc je vais faire un test à l'effort. T'arrêtes un peu. Je vais faire un test à l'effort pour m'assurer que la mécanique, elle va bien. Okay. Ce test à l'effort va me définir ma FC max, ma VO2 max, etc. À partir de là, j'aurai d'autres allures. Mais moi, au quotidien, je parle à partir de la VMA. D'accord. C'est important. Ouais. Mais exemple, je pars dans tous les sens et je m'en excuse. Quand j'étais à fond c'est très clair pour l'instant. Bon. Quand j'étais à Font-Romeu, donc quand j'étais en altitude, on était entre 1008 et 2100 mètres d'altitude. Bah là, je ne parlais pas par rapport à ma VMA. Je parlais de ma fréquence cardiaque. Pourquoi? C'est important. Parce que vu que j'étais en altitude, en fait, tu ne peux pas courir comme quand tu es en plaine. Parce que tu es haut. D'accord? Et tu as moins d'oxygène. Exactement. Et donc, du coup, en fait, là, je me basais sur ma fréquence cardiaque pour m'assurer que j'étais toujours dans les bonnes zones de travail. Plutôt que de regarder mon allure en me disant, mais attends, quand je suis à Lyon, en fait, je cours à cette allure-là. Non, vu que tu es en altitude, en fait, tu vas courir peut-être plus lentement, mais toujours dans les bonnes zones d'allure, bonnes zones cardiaques. Et donc, du coup, tu es toujours dans le game. Tu travailles là où tu es censé travailler. Tu as la bonne référence. Okay, exactement. Tu vois la différence? Ouais, je vois. Donc là, aujourd'hui, effectivement, à partir de ta VMA, tu vas pouvoir définir différentes allures. Donc, tu vas avoir l'endurance fondamentale où on est sur une allure basse. Puis après, tu vas avoir d'autres allures. On va retrouver, par exemple, des allures qui se rapprochent peut-être plus du seuil, des allures qui se rapprochent plus des allures que tu vas avoir sur marathon. Mais attention. Pourquoi? Parce que, admettons l'hypothèse. J'ai un mec dans mon club qui a 21 de VMA, d'accord? 21 km/h de VMA. C'est un monstre, quoi. Non? 21 km. Ah ouais? Ah oui, bah c'est un monstre, oui. Ouais. Mais j'aime pas parce que si lui, à 21 km/h, c'est un monstre, la personne qui a 12 km/h de VMA, tu vas dire quoi? Ouais, c'est vrai que c'était un vrai jugement. C'est spontané. Je m'excuse. C'est pas grave, je prends. C'est vrai. Mais non, mais effectivement, une personne qui a... On voit l'entraîneur bienveillant, tu vois. Et moi, j'étais, ouais, c'est un monstre. Non, mais je dis pas, évidemment. T'as un mec qui a 21 km/h ou une fille qui a 21 km/h. Oui, effectivement, ça court très bien. Mais ce que je voulais te dire à partir de là, c'est que tu n'auras pas les mêmes zones de travail qu'une personne qui a une VMA inférieure, par exemple, à 13 km/h. Donc, c'est difficile de te dire, tu vas pouvoir travailler tel pourcentage à telle zone, etc. Ça va dépendre aussi de ta base, tu vois. La personne qui aura 21 de VMA, tu vas avoir plus de marge de travailler plusieurs pourcentages plus élevés. Ça veut dire que courir en aisance respiratoire, enfin courir en endurance fondamentale, on doit être donc en aisance respiratoire. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux se fier 100% à ses sensations ou est-ce qu'on peut avoir des repères précis qu'on peut suivre sur sa montre ou je ne sais pas? Tu vois, c'est une super bonne question parce que moi, pour te donner un exemple, j'ai des personnes, quand elles intègrent la team, elles me disent, mais attends, moi, quand je cours en endurance fondamentale, en fait, normalement, je suis à cette allure-là. Et toi, tu es en train de m'indiquer que je suis trop rapide. Bah ouais, en fait. Si je dois me baser depuis ta VMA, ton pourcentage qui m'indique ton endurance fondamentale, il est là. Tu vois. Parfois, en fait, on croit qu'on est en endurance fondamentale. Je dis parfois, je dis pas que tout le monde fait ça. Parfois, on croit, mais en fait, on l'est pas forcément. Parce que, pour X raisons. Mais il y a quand même des indicateurs qui sont chiffrés qui te permettent de savoir si tu es vraiment dans les bonnes zones. D'accord. Voilà. Et si tu n'y arrives pas, parce que c'est dur, bah, tu essaies de t'y rapprocher. Moi, je dis tout le temps ça. Si tu n'y arrives pas, parce que moi, j'ai des personnes qui me disent, mais j'ai l'impression limite, je vais marcher. D'accord. Tu as compris ce que je voulais te dire. Essaye de t'en rapprocher et tu fais de ton mieux. Et pour cette endurance fondamentale, est-ce qu'il vaut mieux être un petit peu trop haut ou un petit peu trop bas? Je veux dire, c'est à quel moment qu'on a les meilleures adaptations? En fait, pour moi, il vaut mieux que tu sois un petit peu trop bas que trop haut. Okay. Parce que du coup, tu n'es plus en endurance fondamentale. Ouais. Mais il y a quand même des adaptations, même si on est un peu trop bas. Oui, et puis en fait, ça veut dire quoi être trop bas? Ouais. Trop bas par rapport à quoi? Il n'y a pas vraiment... Enfin, pour moi, perso, tu sais, ça m'est arrivé de faire des footings. Moi, quand je fais des footings le matin, quand je me lève au saut du lit, je ne fais pas les mêmes footings le matin que le soir.
Pourquoi ? Parce qu'attends, mon corps, il se réveille. Mon allure, elle est vachement plus basse le matin que le soir. Le soir, j'ai eu ma journée. Et même, à l'inverse, j'ai eu ma journée, je peux être beaucoup plus fatiguée le soir. Ah ouais. Peu importe. Mais ce que je veux te dire, en fait, bas par rapport à quoi ? À ce moment-là, ton corps, il te donne ça. Tu prends. Tu vois, tu fais le job dans tous les cas. Tu fais ton footing. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui va me faire un footing comme ça plutôt qu'une personne qui va me faire que des footings actifs. Actif, c'est-à-dire on va être sur des zones d'endurance qui sont un peu plus élevées. Et du coup, on ne travaille plus les mêmes choses. Puisque, en fait, en étant en endurance fondamentale, là, tu vas permettre à ton corps de pouvoir accumuler des kilomètres sans se fatiguer. C'est ça le plus important. C'est être en capacité de pouvoir courir sans générer de fatigue supplémentaire. Après, tu vas avoir la possibilité de venir varier et de venir faire des footings un peu plus actifs. Où là, effectivement, ça peut être intéressant dans une semaine d'entraînement, en fonction du nombre de sorties que tu as dans la semaine, de venir varier ces différentes sorties en mettant parfois, une fois de temps en temps, un footing actif. Mais pas tout le temps. D'accord. En fait, d'après ce que j'ai compris, ça se trouve, je fais complètement fausse route et tu vas me le dire. L'endurance fondamentale et courir en aisance respiratoire, c'est le bon compromis entre adaptation positive et récupération. Ouais. En fait, ça ne va pas provoquer assez de fatigue pour t'empêcher de faire les autres séances de la semaine, mais ça va provoquer assez d'adaptation pour que tu puisses progresser de semaine en semaine. C'est ça. Exactement. Et quand tu regardes, en fait, en vrai, quand tu es dans une semaine d'entraînement type et où tu as 2 à 3 sorties dans la semaine et où tu viens diversifier tes entraînements, normalement, la majeure partie de tes entraînements, on est dans l'endurance fondamentale. Parfois, les personnes me regardent et me disent « Mais comment c'est possible ? En fait, en vrai, je fais qu'un seul footing. » Ouais, sauf que tu fais un footing, d'accord ? Tu fais une séance de fractionné, tu as un échauffement avant ton fractionné. Là, tu es censé être en endurance fondamentale. Tu ne vas pas t'allumer sur ton échauffement alors que tu es censé faire une séance juste après. J'ai toujours voulu poser cette question. Je me suis toujours demandé si effectivement mon échauffement et mon retour au calme dans ma séance de fractionné ou haute intensité, ça comptait quand même comme des minutes accumulées dans mon endurance fondamentale, aisance respiratoire. C'est pour ça que je te dis ça. Tu vois, l'endurance fondamentale, c'est pour ça que tu peux le retrouver de manière multiple dans ta semaine. Quand tu fais un échauffement avant une séance de fractionné, c'est vraiment important d'avoir ces moments où tu es en EF, en endurance fondamentale. Parce qu'en fait, il faut prendre en considération il y a 2 choses. Tu prépares ton corps à ton effort et tu prépares l'esprit à l'effort attendu. C'est comme si tu faisais une transition, tu vois, avant d'aller sur ta séance de fractionné où tu vas aller te mettre, tu vois, à fond, quoi. Et après, ton retour au calme, a priori, excuse-moi Nassim, moi quand je fais une séance de fractionné, après mon retour au calme, je suis vraiment en endurance fondamentale, j'ai plus d'énergie, tu vois. Donc, normalement, après, sur ta séance de fractionné, tu es censé avoir donné le meilleur de toi-même et donc tu es naturellement en endurance fondamentale. Bon, on apprend trop de choses là, c'est fantastique. Je suis contente de t'en apporter. C'est fantastique. Et le seuil, qu'est-ce que c'est alors ? Alors le seuil, on va en parler, enfin il y a beaucoup de choses qui se disent autour du seuil. Moi, je trouve ça très intéressant le seuil parce qu'a priori, on est sur des zones où on a le sentiment d'être en gestion. Ça fait partie des séances de fractionné, mais c'est des zones qui sont basses, dans le sens où on est, alors pour une personne qui débute la course à pied, on va dire qu'on est sur des zones qui se rapprochent de l'allure qu'on tient sur un semi-marathon. Voilà. Grossièrement, d'accord ? Donc, c'est des choses qu'on va venir travailler dans la semaine, par exemple, en fonction du nombre de sorties qu'on a dans sa semaine. Tout est possible. Et aussi en sortie longue. C'est des blocs d'allure qu'on va travailler. Une personne qui va se préparer pour un semi, ce sont des sorties type, le seuil, d'accord ? Le seuil de quoi ? C'est vraiment ce pourcentage où on va être entre 80 et 85% de ta VMA, où tu vas venir travailler en fait des allures a priori qui se rapprochent de ton semi. En fait, le seuil, c'est un plateau. C'est à peu près ça. C'est un pourcentage, une fenêtre. Moi, j'aime beaucoup travailler en fenêtre d'allure. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jours où tu peux être plutôt très bien, donc tu es sur un pourcentage plutôt élevé. Puis il y a des jours où tu es fatigué pour X raisons. On est sur le pourcentage un peu plus bas. Mais tu es dans la bonne zone, dans la bonne fenêtre d'allure. Et c'est ce qui compte. Et donc, du coup, en fait, le seuil, c'est ce qui va te permettre de travailler, en fait, ce pourcentage-là. Ça peut être intéressant pour une personne qui fait un semi, mais ça peut être intéressant pour des personnes qui préparent un 10 km. En fait, une séance en tant que telle, c'est compliqué de te dire tu vois, c'est intéressant là. En fait, tout est intéressant. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est comment tu construis et comment tu construis de manière globale la logique de ton entraînement. C'est que des logiques, des combinaisons d'entraînement. Ok. Et en fait, tu as des outils à disposition et c'est à toi de les moduler pour que ça fasse sens en fonction de la personne que tu as devant toi et de son objectif. Pour moi, en tant qu'entraîneur, ce qui est important, c'est que ce que je fais faire, moi, c'est quelque chose que je valide. Alors, quand je te dis moi, c'est que je ne vais pas faire à quelqu'un quelque chose qui, moi, ne me motive pas.
c'est pas que je me prends en référence, mais je me dis, si toi-même, tu n'as même pas envie de faire ce que tu es en train de lui donner, tu sais, comment la personne va être motivée en fait? Donc, il faut que toi, ça te donne envie, ou que toi, tu l'aies validé du moins, et que tu dises, OK, moi, ça me donne envie. Bah, si moi, ça me donne envie, peut-être qu'elle aussi, ça va la motiver pour le faire. Donc, c'est aussi un peu la logique dans laquelle je me situe. Et vu que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, les sorties longues, c'est ma passion, et ben, tu vois, les sorties longues avec un travail d'allure, je trouve ça hyper bien. Ça challenge, ça sort un peu de la sortie longue un peu monotone, dans le sens où tu n'as pas des blocs d'allure. Et à la fois, les sorties longues où tu n'as pas d'allure, ça fait du bien. Hein. Tu vois, tu as ta semaine dans les jambes, tu es peut-être fatigué, tu n'as pas envie de mettre du tempo, c'est pas grave. Quand tu dis sortie longue avec des blocs d'allure, c'est par exemple ta sortie longue, ça va être, je sais pas moi, 15, 20 km. Par exemple, tu vas partir type 1h15, dont, je sais pas, 12 minutes, 8 minutes, 6 minutes au seuil, et tu récupères 2 minutes entre chaque bloc. Tu vois, en fait, dans ta sortie longue, tu vas avoir des blocs d'allure où tu vas travailler un certain pourcentage, tu vas récupérer, tu vas repartir, tu vas récupérer, tu vas repartir. Tu vois, je trouve que c'est ludique en fait. Tu vois même pas le temps passer. Ouais, après... normalement, tu vois. On se comprend, hein, pas le temps passé. Bon, ça passe quand même un petit peu. Ok, je comprends beaucoup, beaucoup mieux. Et tu sais, il y a un peu, pas une idée reçue, mais un ratio qu'on a l'habitude d'entendre pas mal sur les réseaux sociaux, etc. C'est qu'il faudrait faire 80% d'intensité basse et 20% de haute intensité, ou en tout cas de fractionné. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que dans ta semaine d'entraînement, tu dois avoir en fait, tu dois prioritairement retrouver de l'endurance fondamentale. Et après, évidemment, on vient travailler la qualité. Alors, tu vois, c'est hyper intéressant. Moi, je vais loin, toute seule. Hein. Tu n'as même pas besoin de... Cette question, ça me fait penser à un autre. T'es l'invitée parfaite, hein, parce que là, j'ai pas besoin de rebondir, que t'anticipes déjà les questions-réponses, la meuf. T'anticipes déjà ce que je veux dire. En fait, je pense à un truc. Tu vois, là, en avril, mai, juin, j'étais sur ma saison sur piste. J'ai préparé du 1500 et du 3000. 1500 mètres et 3000 mètres sur piste. Mes séances, type dans la semaine, enfin ma semaine d'entraînement, on était sur un volume global qui était moins important que quand j'étais en prépa marathon. Puisqu'en prépa marathon, pour le marathon en septembre, j'ai eu un volume global qui était beaucoup plus important. Quand tu dis volume global, c'est le nombre de... La durée de mon effort dans la semaine. Ok. Voilà. Ou mon kilométrage aussi, tu vois, ça va être équivalent. Quand je te dis ça, quelle était la différence entre les deux? C'est que sur ma prépa marathon, j'ai fait énormément de footing en endurance fondamentale, d'autant plus que j'étais en altitude. D'accord? J'avais besoin de faire ce travail-là pour préparer au mieux mon corps à l'effort attendu, à savoir le marathon. Par contre, quand j'étais sur ma prépa piste, donc moi, comme vous l'avez compris, je suis pas née sur une piste et je suis pas née en école d'athlète, donc j'ai dû travailler ça. Moi, aujourd'hui, quand je fais ma prépa piste, il faut que je fasse énormément, en tout cas un gros travail de qualité pour me préparer au mieux aux échéances. Qu'est-ce que la différence? Est-ce que ça veut dire que tes séances en prépa marathon sont moins qualitatives qu'en prépa piste? Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Hein. C'est que je vais venir travailler des pourcentages de ma VMA beaucoup plus élevés parce que quand tu vas faire un 1500 ou un 3000 mètres sur piste, tu as un pourcentage beaucoup plus élevé. Tu vois, tu vas venir travailler ces pourcentages-là. Alors que quand je suis en prépa marathon, je n'ai pas besoin de travailler ces pourcentages-là puisque je n'en ai pas besoin par rapport à mon marathon. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair. Donc, du coup, la différence entre les deux, c'est que parfois, tu vas avoir des saisons, je te parle de saison par rapport à ton objectif principal, où tu vas venir avoir un volume global, un kilométrage global qui va être plus important, mais dans ton kilométrage global, tu vas avoir certaines séances qualitatives qui vont être vraiment placées pour venir travailler les attendus du jour J. Et en fonction de ton objectif, parfois, tu vas avoir moins de kilométrage, mais tu vas avoir beaucoup plus de séances qualitatives pour travailler les attendus. Donc, le ratio, il change un petit peu entre les deux. Ouais. Ok. Ceci dit, sur les longues distances, genre 21-42 km, enfin, je dis longue distance, ça se trouve, c'est même pas long. Ah bah si, bien sûr que si. Attends, tu rigoles ou quoi? Non, mais j'ai cru que tu allais me dire non, mais longue distance, c'est 100 km, 150. Non. Ok, ça c'est va. Non, on est d'accord. Sur les longues distances, le ratio, il reste à peu près le même. Oui, tout à fait. Il reste à peu près le même. En fait, ce qui va être important, en tout cas pour moi, c'est qu'on ait la capacité de ton coureur à maintenir un effort constant, une endurance. Donc, il faut travailler ces éléments-là, une allure. Donc, en fait, quand tu vas te préparer pour un semi, pour un marathon, en fait, tu vas venir faire un travail d'allure, tu vas venir faire un travail d'endurance, ce qui va te permettre le jour J d'être en capacité de pouvoir réaliser ton objectif. Est-ce qu'on risque quelque chose
si jamais on déséquilibre un peu ce ratio et qu'on fait, je dis une bêtise, 50-50? En fait, le risque, pour moi, il y a 2 risques. Le surentraînement. Ouais. Le surentraînement, en fait, ça peut générer beaucoup plus de fatigabilité, donc un gros risque de fatigue physique, de la fatigue morale. Il faut pas minimiser la fatigue morale, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu fais que courir et quand tu te tapes que des séances, tu en as un peu ras-le-bol pour pas dire autre chose. Ouais, t'as plus envie, t'es démoralisé. Ouais, c'est énergivore, les séances. T'es déjà passé par des phases de surentraînement? Non. Non, parce qu'en fait, je suis pas dans le surentraînement, que j'y suis hyper vigilante et j'y suis d'autant plus vigilante que aujourd'hui j'ai 39 ans et que je sais qu'avec l'âge avançant, j'en reviens toujours à ça. C'est grave, un problème, la meuf. Non, en fait, c'est que tu es obligé d'y être vigilant parce que ton corps, il te le pardonne moins. Bah ouais. Tu vois. Tu as la fatigue du quotidien, tu as la fatigue du fait d'avoir des gamins. Enfin voilà, tu peux pas te permettre de... Il faut être beaucoup plus vigilant à ces aspects-là. Bien sûr. Donc en fait, pour moi, donc le risque en étant à 50-50, on va dire le surentraînement et le risque de blessure qui augmente fortement en fait. Et là, ça risque de compromettre vraiment ton objectif, quoi. Est-ce que c'est réellement moins efficace? C'est-à-dire que si jamais on bascule pas dans le surentraînement et qu'on se blesse pas, est-ce qu'on va progresser moins vite si jamais ce ratio est déséquilibré? Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, je sais pas si... En fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Je vais te donner un exemple. Tu vois, je vais te donner un exemple, peut-être ça va répondre à ta question. Là, quand j'ai fait mon marathon donc de Berlin, 3 semaines avant, j'ai fait une très grosse sortie longue. Franchement, j'étais on fire sur cette sortie longue. J'étais trop bien. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et je pense que cette sortie, elle était beaucoup trop longue. Tu vois, je me suis grillé les ailes toute seule. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, je suis entraîneur. Je suis en train de te dire, en fait, faites pas ce que je suis en train de faire. Hein. Mais en fait, le jour même, je me suis dit, non, mais je pense qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais je pense que ça a généré trop de fatigue. 3 semaines avant l'échéance, quand même. Hein. C'est-à-dire que tu as 3 semaines normalement pour récupérer. Et ben, je pense que je n'avais pas récupéré de cette séance. Ah ouais? Tu vois? Et que ça a pu compromettre tes chances de... Ça a généré de la fatigue. Parce qu'en fait, ça, plus le reste, a fait que mon corps a retardé pour récupérer. Donc, tout c'est ça un effet boule de neige en réalité. Exactement. C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est pas que ça va t'empêcher de progresser, parce que tu auras toujours les cas des personnes qui disent « Mais moi, je fais pas ça. » Ouais. C'est pas ça le truc, en fait. C'est que, effectivement, dans l'immédiat, peut-être que, mais à un moment donné, tu vas atteindre plus vite tes limites. Et en fait, là, qu'est-ce que tu fais pour venir diversifier tes entraînements, en fait? Tu vois, comment tu fais pour continuer de progresser quand tu fais 50-50 ? Il faut que tu permettes à ton corps de récupérer. La récupération fait partie de l'entraînement. Si tu ne récupères pas, tu vas pas progresser. Tu vas progresser un temps, mais tu vas pas progresser toute ta vie, tu vois. C'est vraiment, vraiment important. C'est intéressant parce que, quelles que soient les disciplines, les entraîneurs disent toujours ça. Ta capacité à progresser, elle se fait pas dans les séances, elle se fait aussi dans la récupération. Bien sûr. Donc, Mais bien sûr. En fait, tu sais, parfois, on me pose la question, Suzy, qu'est-ce que tu nous conseilles pour récupérer ? Dormir, en fait. Alors, moi, je suis maman de 2 gamins. Mon deuxième, franchement, il m'a fait galérer au niveau du sommeil. Je me rappelle encore le marathon de Valencia 2021. C'était mon premier marathon postpartum. Et je me rappelle de cette période de septembre à décembre. Je te jure, on croit qu'il était connecté au fait que j'étais en prépa marathon. Il n'a pas voulu dormir. Alors moi, je me disais, mais comment je vais faire pour courir ton premier marathon postpartum ? Tu vois, ton corps, tu sais pas comment il a récupéré. Est-ce qu'il va être en capacité de pouvoir courir 42 bornes ? Et le fait qu'il ne dorme pas la nuit. La journée, j'ai essayé de faire des siestes. Est-ce que pour autant, je récupérais le sommeil de la nuit ? Je ne pense pas. Non. Ça m'a permis de limiter la casse. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que le sommeil, la récup, le repos dans la semaine fait vraiment partie de la réussite du coureur. Tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Tu peux faire de la cryothérapie. Tu peux utiliser tous les outils technologiques. Si à la base, tu ne dors pas, ça ne sert à rien. Il faut dormir. Et après, effectivement, tu peux venir optimiser ta récupération. Ok. Bon, c'est clair. Et ça permettra aux bourrins comme moi d'éviter de vouloir faire que du fractionné ou d'éviter de vouloir se mettre dans le rouge absolument à toutes les séances et de travailler un peu plus intelligemment. Du coup, pour notre profil type, il est sportif, il a envie de s'améliorer, etc. Il s'entraîne 4 jours sur 7. Ouais. Ce qui est déjà une bonne fréquence d'entraînement, bien, j'imagine. Ouais. Comment il répartit ses séances en respectant, tu vois, ce ratio entre... la récup, etc. Ou même l'endurance fondamentale et les séances un petit peu plus alors pour moi, en fait, quand tu as 4 sorties dans la semaine, je trouve ça hyper intéressant d'un point de vue entraîneur, parce que dans tes 4 sorties, je vais faire un footing, 2 séances, une sortie longue. Mais ça ne va pas tout le temps être pareil. Par exemple, tu peux faire une sortie longue, 2 footings et une séance de fractionné, en fonction de là où il se situe. S'il me dit qu'il est fatigué, tu fais 2 footings, une séance et une sortie longue. S'il te dit qu'il se sent plutôt bien, pourquoi pas faire un footing en EF, un footing actif,
un fractionné et une sortie longue. En fait, tout est possible. Ouais, c'est pas figé. Ah non, en fait, il n'y a rien de figé. Tu n'as personne qui va dire c'est que comme ça ou c'est que comme ça. Enfin, a priori, moi, c'est pas du tout mon discours, tu vois. En fait, tout est possible parce que dans tes 4 sorties, tu peux venir moduler. Tu peux faire une sortie longue en EF avec des séances un peu plus où tu vas venir travailler des allures dans ta séance, fractionnées, où tu vas venir travailler des fractionnés avec des intensités très élevées, des durées plutôt courtes. En fait, tout est possible. 4 sorties, moi, je trouve ça vraiment bien. Tout est une question, comme je disais tout à l'heure, de combinaison. Comment tu modules ça dans ta semaine? Est-ce que tu fais, par exemple, une séance la veille d'une sortie longue? Qu'est-ce que tu fais sur les 2 jours consécutifs? Il faut être vigilant à ça, au fait de venir enchaîner. Et puis, il faut voir à quel moment tu places ton repos. Et à quel moment tu viens placer aussi des séances de renforcement musculaire. Toi qui es adepte de ça, j'imagine que je ne t'apprends strictement rien, mais le renforcement musculaire, à proprement dit, dans le milieu de la course à pied, on parle de PPG, la prépa physique généralisée. Donc, c'est vraiment un renforcement musculaire pour le coureur, pour limiter le risque de blessure et pour optimiser la condition physique. Donc, on sort de ce qui est du milieu de la fitness, du crossfit, tout ça, on n'est pas du tout dans ça. L'idée, là, c'est vraiment d'avoir une condition physique qui permette à ton coureur d'avoir vraiment tout son potentiel. Voilà. Et donc, dans ta semaine 4 sorties, tu peux vraiment faire vraiment une bonne semaine d'entraînement, quoi. On est d'accord qu'avec 4 séances par semaine, on peut bien progresser. Ah, mais carrément. Est-ce qu'il y a un minimum pour un pratiquant qui est quand même expérimenté? J'imagine que 2 fois, c'est déjà le minimum. Franchement, 2 fois. Alors, tu vois, moi, j'ai des entraîneurs qui m'ont dit, sérieux, en dessous de 3, c'est pas intéressant. Alors, moi, je vais mettre un peu un contexte. J'ai été maman solo pendant 5 ans. Pendant mes 5 années de maman solo, je ne pouvais pas faire autrement que de courir 2 fois. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce qu'il valait mieux que j'arrête de courir ou est-ce qu'il valait mieux que je m'optimise avec mes 2 sorties? Tu vois, si tu as en face de toi une personne qui dit « mais je ne peux pas faire plus que 2 sorties », tu fais une sortie en EF et l'autre, tu essaies de varier. Un coup, tu fais une sortie longue, un coup, tu fais un travail d'allure. Tu vois, tout est possible. Ouais, tu le décourages pas en lui disant jamais, c'est mort, mais mon surtout pote. Moi, mais jamais de la vie, ça va pas, non. Tu fais, ok, tu peux pas faire plus de 2, et ben on va partir sur 2. Mais après, dans l'idéal, si tu en fais 3, c'est quand même mieux parce que tu peux un peu plus varier. Et pour parler personnellement, toi, quand tu fais une prépa marathon, tu t'entraînes tous les jours de la semaine? Moi, en tant que coureuse? Ah oui. Moi, en fait, quand je suis en prépa marathon, alors là, en l'occurrence, on va prendre la prépa pour Berlin, je doublais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire doubler? Parce que je suis sûre que tu allais me poser la question. Tu allais me poser la question, qu'est-ce que doubler dans la journée? 2 entraînements par jour. En fait, le savais, ça. Je fais 2 entraînements dans la journée. 7 jours sur 7? Pas loin. En fait, je faisais 2 entraînements dans la journée. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que je faisais. Dans tes 2 entraînements, et ce n'était pas 2 fractionnés. Je ne faisais pas ça. Je faisais toujours peut-être un footing, un deuxième footing, en EF, en endurance fondamentale, ou une séance de fractionnés avec un footing pour venir récupérer, ou bien un footing et une séance de renforcement musculaire. C'était doublé parce que tu avais quand même 2 efforts dans la journée. Mais ce n'était pas tous les jours que je faisais ça. Moi, généralement, le week-end, ça pouvait m'arriver que je double, je faisais des durées plus courtes, ou alors je faisais du renfort. Enfin, tu vois, ça varie. Après, c'est quand même compliqué de répondre à ça parce que c'est vraiment propice de l'expérience de ton coureur, du profil de ton coureur. Quand je te parle de du profil de coureur, moi, j'ai quand même constaté qu'il y a des coureurs qui ont une capacité à pouvoir enchaîner des kilomètres sans se blesser. Ça, c'est important. Et je vais vraiment m'arrêter là-dessus. Parce que moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Qu'est-ce que tu en penses si on ajoute une séance supplémentaire ?» Je trouve que déjà, c'est toujours agréable en tant qu'entraîneur de voir quelqu'un qui est très motivé et qui a envie d'augmenter ce nombre de sorties dans la semaine. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut faire attention. Le juste milieu, c'est que lorsque tu l'as trouvé, c'est quand ton corps est capable de te donner le meilleur de lui-même sans se fatiguer davantage. Ça veut dire que si tu ajoutes une sortie supplémentaire, il faut s'assurer que tu n'es pas plus fatigué et que tu n'es pas en train de te blesser, etc. Parce que c'est contre-productif au final. Tout à fait. Ouais. Donc effectivement, moi je suis en train de te parler de mon cas, mais moi j'étais en stage. Tu vois, moi je fais pas ça quand je suis à Lyon et que j'ai mes gamins, ma boîte, enfin tu vois, c'est pas possible. Mais là j'étais en stage, donc j'étais dans un milieu propice pour m'entraîner. En temps normal, quand je suis en prépa marathon, donc moi déjà en temps normal, je cours 6 jours sur 7. Et je tiens à mon jour de repos parce que j'ai besoin de ce jour de repos. Et après, le reste du temps, sur ma semaine, actuellement je suis en post-marathon, je double pas dans ma semaine. Hein. Je suis sur une séance dans la journée et ça suffit largement. Et ça donne combien de kilomètres hebdomadaires? En prépa marathon ou en prépa classique? En prépa classique. La semaine dernière, j'ai fait 77. Et en prépa marathon, ça augmente progressivement? Ouais, prépa marathon, tu vois, sur la prépa Berlin, j'étais sur 150. Ah ouais, 150. Mais attention, c'est costaud. Voilà.
Ça a contextualisé. Oui, t'as eu plein d'années pour en arriver là. Et attention, et puis il y a des filles qui sont... Enfin, moi, je le dis parce que franchement, j'ai un énorme respect. Il y a des filles que j'ai croisées, notamment quand j'étais à Font-Romeu, qui faisaient les mêmes chronos que moi et qui couraient nettement moins que moi. Hein. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important aussi. Hein. Faut pas... En fait, moi, en tant qu'entraîneur, je pense que j'ai un regard aussi sur ça. Moi, quand les personnes me disent « Ouais, j'ai fait tel chrono, etc. » Tu cours combien de fois dans la semaine? C'est important. T'imagines la meuf? Moi, c'est vrai, en plus, j'en ai croisé. La fille, elle courait 2 fois moins que moi. Elle faisait les mêmes chronos. Mais elle avait un potentiel de ouf, quoi. Ça voulait dire que cette fille, elle avait des véritables qualités physiques qui lui permettaient, avec très peu de séances dans la semaine, pouvoir réaliser de très bons chronos. Est-ce que pour autant, il fallait augmenter? Pas forcément. Peut-être qu'il y aurait eu un risque de blessure plus important. Mais ça, c'est important. Faut pas imaginer que plus tu augmentes ton nombre de sorties dans la semaine ou ton kilométrage, plus tu vas être fort. C'est faux. Il faut juste trouver un équilibre dans ta semaine qui te permette de donner le meilleur de lui-même. Parce que j'imagine qu'il y a un moment, les retours seront... Oui, bien sûr. Tu vois, à un moment donné, tu vas... Franchement, si tu cherches tout le temps à faire plus, ça, c'est toujours le truc de en faire plus. Non. Mais ça, c'est la mentalité aussi sportive où tu as envie de te dépasser et tu te dis, attends, je vais rajouter, jusqu'au final, tu peux plus l'assumer. Le trop, c'est comme le pas assez. Ouais. Voilà. Tu vois, pour moi, il faut trouver un équilibre. Cet équilibre, il est propre à chaque coureur, à chaque athlète. Il faut être en capacité de l'entendre. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est ça qui est le plus important. À quel moment mon coureur, je lui ai trouvé un équilibre qui lui permette d'atteindre son pic de forme. Tu vois, ça, c'est ce que je vise pour chaque personne que j'accompagne. Et c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce qu'il y a de plus gratifiant en tant qu'entraîneur, tu vois. Tu as réussi à amener ton coureur au meilleur de sa forme sans blessure. Ça veut donc dire que c'est pas nécessaire de se comparer aux voisins. Et si moi, dans ma prépa, je fais 40 km dans la semaine et que mon voisin en fait 65, faut pas que je me dise « Ah, mais j'en fais moins que lui, il va falloir que j'augmente un petit peu la durée de mes séances. » Exactement. Et je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, Nassim. Parce que, en fait, les réseaux sociaux, c'est génial pour... fédérer autour d'une même passion. Et ça, c'est génial. Moi, vraiment, c'est ce que j'aime dans les réseaux sociaux. Maintenant, il faut recontextualiser et il ne faut pas chercher à se comparer, et c'est facile de le dire. Il ne faut pas chercher à se comparer parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie des autres, ce qu'ils peuvent mettre, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Tu vois, tu as des personnes, moi que je connais, j'ai notamment une fille, je ne sais pas si elle regardera le podcast, mais je l'inciterai à le regarder. Elle est, je vais pas la nommer, mais elle va se reconnaître, elle est chirurgienne cardiaque. Franchement, la fille, quand elle me parle de son quotidien, j'ai l'impression d'être dans une série américaine. Elle fait des... je ne sais même plus comment elle m'a sorti ça, pas des conférences, mais des trucs de médecins, tu vois, où elle intervient pour parler des opérations cardiaques. Je suis en face d'elle, je me dis... Costaud. Wow, costaud. C'est un truc de fou, quoi. Tu as envie de lui dire docteur et tout. Ouais. Elle est maman, elle a 2 enfants. Okay. Et en fait, je te dis ça parce que cette fille, elle m'écrivait en me disant « Ouais, j'ai l'impression que je cours pas assez vite, etc. » La fille, à 5h du matin, se tapait des 20 km. 5h du matin, franchement, 20 km. Après, elle se tapait sa journée à l'hôpital. Après, elle allait... C'était pas conférence de terme qu'elle me sortait. Bref, elle faisait des trucs avec les médecins et tout. J'étais en face d'elle, je lui dis, mais c'est énorme ce que tu fais. Tu vois, arrête de te comparer aux autres. En fait, les autres, est-ce qu'ils font ce que tu es en train de faire, tu vois? Tu sauves des vies au quotidien. Tu as une vie... Au-delà du fait d'être médecin, pas médecin, en fait, il faut recontextualiser notre vie par rapport à celle des autres. Et se dire que ce que l'on fait, c'est soi par rapport à soi. C'est ça le plus important. Regardez et challengez-vous par rapport à la personne que vous avez été qui a débuté. C'est surtout ça le plus important. Parce qu'on aura toujours des personnes avec qui se comparer. Il y aura toujours des gens plus rapides. Mais il y en a toujours aussi derrière soi. Hein. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les gens, ils se challengent par rapport à ceux qui sont devant. Parce qu'on a l'esprit de compétition. Et c'est bien. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y en a aussi beaucoup derrière qui rêveraient d'avoir ce niveau-là. Donc il faut remettre un peu de contexte et se dire que ce que l'on fait, c'est déjà beaucoup. C'est dur d'avoir le recul nécessaire. Hein. Ouais, c'est dur. Mais moi, je pense qu'en tant qu'entraîneur, c'est ce qui est important. Je pense que les personnes que j'accompagne, elles te diraient que c'est ce que j'essaie de dire au mieux. Tu vois. Même moi, en tant que coureuse, hein, franchement, par moments, j'ai envie de me dire « Ouais, mais tu pourrais faire ci… » Oui, ok, allez, recontextualise. T'as vu, tu fais ci, tu fais ça au quotidien. Tu fais de ton mieux. Le plus important, c'est de faire de son mieux. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Tu fais de ton mieux, tu as donné le maximum. Tu pouvais pas faire mieux, et ben t'as réussi. Après, je t'avoue que l'approche des réseaux sociaux, elle est quand même un peu frustrante. Parce que, alors, j'imagine bien que la plupart des pratiquants sont bienveillants. Il y en a qui ne le sont pas toujours. Hein. Tout à fait. Et tu sais que moi-même, c'est mon métier, enfin, c'est un peu mon métier de faire du sport. Et quand je partageais un peu mes perfs, je mets des gros guillemets parce que bon, c'est des non-perfs en réalité, je partageais mon allure, mon rythme cardiaque, etc. J'avais constamment
sans aucune exception, des messages qui me disaient oh, tu vas pas très vite là, il serait temps d'accélérer un petit peu. Mon garçon, 5 minutes au kilomètre, c'est un peu de la merde. Donc tu vois, il y avait toujours un petit peu ce jugement et cette comparaison avec je ne sais qui d'ailleurs, qui moi personnellement, alors que c'est mon métier, que je suis habitué aux réseaux sociaux, ça me minait un petit peu le moral. Mais bien sûr, mais attends, tu sais, moi je le dis, ça c'est des choses, c'est l'aspect négatif des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes pensent que les réseaux sociaux, c'est aussi la liberté de pouvoir exprimer ce que l'on veut, etc. Mais en fait, il ne faut jamais minimiser de ce que l'on est en train de dire. Cette personne en face de toi, elle est en train de courir. Déjà, on va la féliciter, elle est en train de courir. Qu'est-ce que tu viens la tailler parce qu'elle est en train de courir à telle allure? Elle fait quelque chose, elle est en train de courir. Alors arrête en fait. Peu importe le rythme, peu importe ce que tu fais. Ça, le plus important. Moi, j'ai des personnes qui m'écrivent parfois en me disant en l'occurrence, une personne m'a écrit, une personne de mon entourage m'a écrit parce qu'elle se fait énormément critiquer, parce qu'elle est en surpoids et qu'elle court. Elle me dit, mais est-ce que tu penses qu'on peut courir même quand on est en surpoids? Mais bien sûr, on peut courir. À partir, qui a dit qu'on ne pouvait pas courir, en fait? Critiquer sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr. Ouais, mais elle reçoit énormément de messages. Je trouve ça, mais en fait, moi, ce qui me rend folle, c'est de me dire, en fait, que cette personne, elle est là dans une dynamique positive et qu'il y a des gens qui vont venir la tailler. Je trouve ça inadmissible. Elle essaye de faire de son mieux, elle adapte cet effort, elle est accompagnée par un professionnel, basta en fait. Arrêtez, elle a le droit de partager. En fait, c'est ça, le principe de partager est confondu avec « je te demande ton avis ». Tu vois ce que je veux dire? Moi, parfois, je partage, mais je ne demande pas l'avis en fait. Pas parce que je partage quelque chose que je kiffe que je suis en train de demander aux personnes en face de moi « qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai fait ?» Tu vois? Oui, il y aura toujours plus rapide. Oui, a priori, vous n'allez pas m'apprendre quelque chose. Je ne suis pas championne de France, en fait. Donc moi, à mon petit niveau, je suis juste contente de ce que je fais. Et toi, à ton niveau, tu es contente de ce que tu réalises. Tu vois, c'est ça le plus important. Les personnes, les haters, etc., il y en aura toujours. Il faut les mettre de côté. C'est facile à dire. C'est facile. Maintenant, moi, je te le dis là, en tant qu'entraîneur, mais moi, en tant que femme, coureuse, en fait, je me suis rendu compte que j'étais sujette à beaucoup plus de remarques parce que j'étais une femme. Parce que je suis une femme, on va venir vers moi pour me dire hey, Suzy, tu ne devrais pas courir comme ça. Tu n'es pas assez affûtée, Suzy. Il faudrait peut-être que tu t'affûtes davantage pour courir plus vite. Tu vois, ça, c'est des remarques qu'on m'a faites. Même si tu cours plus vite que littéralement 99% des hommes? Ouais, mais tu as toujours des gens qui vont te permettre de me dire des trucs comme ça. Mais qui es-tu pour me dire ça, en fait? C'est pas parce que je suis une femme que tu peux te permettre de me faire des remarques comme ça, en fait. Je t'ai pas demandé ton avis. Tu vois, à un moment donné, en fait, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que le partage n'amène pas l'interrogation de qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de faire. C'est vrai que pour le coup, on ne peut pas faire la sourde oreille. Et effectivement, les femmes se font plus critiquer. L'autre fois, malheureusement, je voyais sur les réseaux sociaux une fille qui avait mis un gilet pour courir 5 km avec sa petite gourde et tout. Ouais. Trop contente. Elle se fait dérouiller dans les commentaires en disant mais pourquoi tu prends un gilet pour courir 5 km? Ta flasque, elle te sert à quoi? Mais laisse-la, elle a envie de prendre un gilet. En fait, tu vois, moi j'ai même un autre exemple. Quand j'étais enceinte de mon petit, de mon deuxième, donc moi à cette époque-là, j'étais enceinte de Léo en 2019. Et en 2019, donc j'étais déjà entraîneur et j'avais fait le choix de mener mon activité aussi longtemps que possible. J'ai eu la possibilité de pouvoir réaliser de l'activité sportive jusqu'à la veille de mon accouchement et j'ai couru jusqu'à la veille de mon accouchement. Ah ouais, bravo. Mais j'ai adapté mon effort. Bien sûr. J'ai adapté mon effort tout au long de ma grossesse. J'ai essayé de faire mon mieux pour pouvoir aller toujours plus loin, entre guillemets, dans ce que mon corps pouvait me permettre. Et on t'a fait des commentaires sur ça? Mais c'est pas des commentaires qu'on m'a fait. Je me faisais insulter dans la rue. Je me faisais insulter. À cette époque-là, je ne travaillais pas dans le milieu professionnel où je suis. J'étais en double activité. Donc j'avais un métier qui était totalement différent avec mon métier d'entraîneur. Et à ce moment-là, j'avais des gens dans la rue qui me disaient « Mais madame, vous maltraitez… » Vous êtes inconsciente. Ah, mais vous êtes inconsciente. Combien de fois on me l'a dit? Vous êtes inconsciente, vous êtes en train de maltraiter votre bébé, vous allez accoucher prématurément, vous n'auriez jamais dû être enceinte. C'est fou, hein. Mais à quel moment, en fait? Pourquoi? Je t'ai posé la question. Est-ce que je suis en train de faire du mal à mon enfant? Non. Pourquoi tu la ramènes, en fait? Ouais. Tu vois, moi, c'est une période où j'ai été sidérée des remarques qu'on pouvait me faire parce que je menais une activité sportive pendant ma grossesse. Et je me suis dit, mais en fait, moi, on me le dit, on doit le dire à tout le monde. En fait. Et je me suis dit, mais pourquoi? Donc, à un moment donné, je me suis arrêtée quand un jour où ça m'a vraiment pompé l'air, je me suis arrêtée vers une femme. En plus, c'était une femme qui me faisait une remarque. Je lui ai dit, est-ce que vous seriez permis de me dire quelque chose si j'avais une cigarette à la main? Enceinte de 8 mois, j'étais en train de fumer. Vous m'auriez dit quelque chose? Probablement pas. Alors parce que je suis en train de courir, que je fais du bien à mon corps et à mon bébé, vous êtes en train de me tailler? Et puis tu sais ce que tu fais de manière progressive, tu adaptes ton effort, il n'y a même pas de questions à se poser. Complètement hors réalité. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a déjà la notion, je pense que
lorsque tu es une femme, on est peut-être plus sujet à la critique. Quand tu es enceinte, tu deviens un objet public. Tu vois, certaines personnes se permettent de te faire des remarques parce que tu es enceinte. Alors, il y a des remarques qui sont très sympas, mais les remarques qui sont désobligeantes, les remarques qui sont de ce type-là, on s'en passera. Exactement. Pour résumer, la vie des autres, exactement. On le met de côté. La vie des autres, c'est la vie des autres, tu vois. On le met de côté. En 2 mots. En 2 mots. Ouais. C'est ça. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut jamais oublier que les personnes en face de toi, quand elles te parlent, elles se parlent à elles-mêmes. C'est-à-dire que cette femme, quand elle était en train de me tailler parce que j'étais enceinte, parce que j'étais en train de courir, peut-être qu'au fond d'elle, elle se parlait à elle-même. Tu vois, c'est ça le plus important. Le mec qui est en train de tailler la fille parce qu'elle met un gilet, parce qu'elle fait 5 km pour courir, etc. Mais peut-être que lui, il est dans son canapé, il ne fout rien de sa journée, et il est en train de se tailler tout seul, il ne fout rien de sa vie, tu vois. Mais il n'est pas en capacité de pouvoir se le dire, donc il préfère tailler ceux qui sont en train de faire un effort. Donc, la vie des autres, c'est la vie des autres, et on met de côté. Ok, ça c'est une très bonne manière de le formuler et on le retiendra. J'ai une dernière question spécifique qui sort un petit peu de la question des réseaux sociaux, etc. Quand on fait de la course à pied de manière régulière, de manière intensive, à quelle progression on peut s'attendre sur, par exemple, une durée de 6 mois ? Alors, c'est vraiment, pour moi, impossible de te répondre. Je déteste cette question quand on me la demande sur la muscu aussi, mais je te la pose quand même. C'est impossible de te répondre parce que, tu vois, moi, j'ai rencontré des personnes qui avaient de telles qualités physiques. En l'espace de 6 mois, ils pouvaient passer des gaps que tu peux rarement voir. Parce qu'ils avaient des qualités physiques intrinsèques qui leur permettaient de très rapidement, en petits, tu sais, comme des déclics, tu viens verrouiller, tu viens faire ça, des petits réglages par-ci par-là, très rapidement progresser en l'espace de 6 mois. Tu as d'autres personnes qui vont mettre plus de temps. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important ? De progresser vite ou de durer vite à son meilleur niveau ? Moi, c'est une vraie question. Pour moi, je préfère, en vrai, tu mets plus de temps pour progresser, mais tu vas atteindre ton niveau, le meilleur niveau, et tu vas le durer le plus longtemps, plutôt que de progresser super vite. Par contre, tu ne vas pas durer longtemps et tu vas vite, entre guillemets, régresser. Tu comprends ? Donc, la vérité, c'est que je suis incapable de te répondre à ta question et que le plus important, ce n'est pas de progresser vite, c'est de durer aussi longtemps que possible. J'adore cette réponse. Et tu sais, en fait, j'avais eu cette discussion avec quelqu'un d'autre il y a quelques mois quand je préparais une vidéo sur ma chaîne YouTube pour la VO2 Max. Et je lui ai dit, comment augmenter ma VO2 Max en quelques semaines ? Je veux atteindre le plus haut niveau possible. Et il m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? D'atteindre un niveau de fou et qui redescende petit à petit parce que tu n'arriveras pas à tenir le même volume d'entraînement, ou alors monter tranquillement, peut-être ne pas atteindre un niveau aussi haut, mais tu arrives à le conserver toute ta vie. Exactement. Parce qu'au final, c'est ça qui va provoquer des adaptations positives, et c'est ça qui, pour la VO2 Max, te permettra de vivre en meilleure santé, etc. etc. Ouais, tout à fait. Mais je partage totalement ce regard. C'est fou, hein. Pourtant, je le sais, hein. Mais il faut que je l'entende. Mais tu fais bien de poser la question, parce que cette question, je pense qu'il y en a plein d'autres qui se la posent. Et tu sais, moi-même, hein, franchement, j'ai vu des gens progresser. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou et tout. Oui, mais attention, parfois, on voit des étoiles qui durent dans le ciel. Puis parfois, tu vois des étoiles filantes. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie d'être ? Une étoile ? Ou est-ce que tu vas être une étoile filante ? C'est ça la question. Est-ce que, du coup, ça veut dire qu'il y a des objectifs qui sont trop ambitieux ? Ou est-ce qu'il faut faire preuve d'un petit peu de réserve quand... Alors moi déjà, je suis désolée, mais j'ai jamais... Enfin, les personnes en face de moi, quand elles me partagent leurs ambitions, on n'est jamais trop ambitieux dans la vie. Okay. Dans le milieu professionnel, dans le milieu... on n'est jamais trop ambitieux. Ça veut dire quoi, ça ? Non, on n'est jamais trop ambitieux, mais j'en reviens. Franchement, j'ai l'impression... Je suis désolée de redire la même chose, mais c'est pas le plus important. C'est pas ton ambition. C'est qu'est-ce que tu te donnes comme moyen pour atteindre cette ambition-là. T'as une personne en face de toi qui te dit « Ouais, j'ai débuté, mais j'ai envie de me challenger. Un jour, je vais faire ci, tel chrono, etc. » Ouais, il n'y a pas de souci. Il va falloir bosser, mais il va falloir accepter que tu vas falloir passer par des phases qui vont être faciles, d'autres plus difficiles. Accepter, d'endurer, d'encaisser, tu vois. Le temps est nécessaire pour toute réussite. Ce podcast m'a mis une motivation. Tu vas partir courir tout de suite. Ah, mais je te jure que ça m'a mis une motivation de fou. Et du coup, Suzanne, tu as commencé à faire des vidéos YouTube ? Exactement. Il y a quelques mois ? Ouais, il y a quelques mois, j'ai commencé mes premières vidéos YouTube. Alors, pour être honnête avec toi, en février, parce que j'ai fait des séries sur préparer, je t'accompagne dans ta prépa marathon pour Paris. Et donc, toutes les semaines, j'ai sorti des conseils de coach sur comment s'alimenter, comment se ravitailler, quelle va être la plus longue sortie de ta prépa marathon, etc. Après, à côté de ça, j'ai fait des séances de PPG type.
quelle séance type pour compléter tes entraînements en course à pied, pour toujours progresser, optimiser tes qualités de coureur sans se blesser. Et là, hier, franchement, c'était fait exprès, je te jure, j'aurais pas pu. J'ai été accompagnée par une vidéaste de la piste au marathon. Elle m'a accompagnée de ma prépa piste, donc sur ma saison avril, mai, juin, sur ma prépa marathon à Font-Romeu jusqu'à Berlin, où elle m'a accompagnée. Et donc hier, on a sorti ce film, ce court-métrage. Ah, il est sorti du coup ? Hier. Ah oui, parce que quand j'avais vu sur ton Insta, je me suis dit, attends, est-ce qu'il est sorti ou pas ? Ce court-métrage, c'est donc c'était un documentaire ouais. d'une trentaine de minutes. On me voit un peu en l'inside. Tu vois, moi, je suis assez réservée sur ma vie, maman, etc. Et là, on le voit un peu plus et on me voit sur ma prépa. Ah, mais trop bien. Ouais. Et du coup, tu as la casquette un petit peu entraîneur sur YouTube. Exactement. Où tu partages des conseils, Exactement. etc. Tu le fais encore aujourd'hui, tu le fais Oui, régulièrement. ça, c'est toutes les semaines, il y a une nouvelle vidéo chaque semaine sur comment s'entraîner. En fait, tu as soit des séances qui te sont proposées, soit des conseils en fonction de ce qui m'est demandé. Tu vois, moi, je suis vachement en phase avec les gens qui m'écrivent. Donc, en fait, sur YouTube, tu vas retrouver tous les aspects qui demandent plus de temps. Tu vois, les réponses qui me demandent plus de temps. Sur Insta, ça va vraiment être des choses qui vont durer moins d'1 minute, des choses qui vont être beaucoup plus pratiques, ou des séances, des tutos, des conseils de coach. En cas de blessure, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ouais, YouTube, tu peux développer un petit peu plus. Ouais, ça me permet de développer davantage. Et ta chaîne, elle s'appelle comment sur YouTube ? Sur YouTube, c'est Suzyone, SUZYONE. Et sur Insta, c'est la même chose, mais il y a 2 Z. Moi, j'aime bien faire la différence entre les 2 réseaux. Et ça fait que, actuellement, professionnellement, entraîneur, un peu, j'allais dire influenceur, mais non, c'est pas du tout le mot que je voulais utiliser. Tu produis du contenu pour les réseaux sociaux. Exactement. Moi, aujourd'hui, mon activité professionnelle, c'est mon métier d'entraîneur. Concrètement, c'est ça, mon activité professionnelle. Après, à côté, j'ai fait le choix de développer du contenu sur les réseaux sociaux pour les coureurs, pour les accompagner à progresser sans se blesser. Donc, en fait, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, on retrouve des formats qui sont juste longs ou moins longs. Et en fait, pour les accompagner avec des exercices pratiques. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'une périostite, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut prévenir un risque de périostite parce qu'on est sujet à ça. Bon, j'espère que ce podcast, c'était une bonne façon, d'une part, de faire connaissance avec toi. Il y a eu des trop bons conseils, donc je suis bien content qu'on ait pu discuter. Merci à toi, Nassim, c'était super cool. Ouais, c'était génial. Donc, bien sûr, toutes tes infos, elles seront en description sur YouTube. Le podcast, il est sur Spotify. Il y a aussi toutes les infos sur Spotify. Donc, j'espère que tout le monde rejoindra ta chaîne YouTube. Tout le monde te rejoindra sur Insta. Et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter un petit peu plus. On se retrouvera parce que tu es censé venir faire un essai à la piste. On en discutera tous les 2. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à toi. Salut. Merci infiniment d'avoir visionné cet épisode complet avec Suzanne. Je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à l'épisode que j'ai tourné avec Rudy Koya. On n'y parle pas de course à pied, quoique, un petit peu. On y parle aussi de musculation, mais de sport en général. Je vous laisse l'épisode juste ici. Bon visionnage.